Si t'aimes pas le business ou que t'aimes pas la verticale dans laquelle tu bosses, je pense que tu ne peux pas réussir, c'est trop dur. Je vivais dans une chambre de bonne 15 mètres carrés, sans chiottes, sans douche, 6e sans ascenseur. Je mangeais des plats Picard à 2 euros. En vrai, c'était les meilleures années de ma vie. On me disait, même quand j'étais jeune, fais comme tout le monde, va travailler au McDo. Moi, ça fait 10 ans que je suis locked-in. In fine, t'es tellement focus que tu perds un peu les plaisirs comme ça, simples. Donc préparez-vous à la guerre parce que le monde à l'extérieur ne vous attend pas. It's what they used to tell me every day. Caught a few along the way, don't be afraid if you gotta lose one. Vous êtes bien sur le podcast Vraiment Riche, le seul podcast français où on parle vraiment d'argent, sans honte, sans tabou, sans hypocrisie et surtout sans vous raconter que la réussite arrive par hasard. La vérité, c'est que la grande majorité des gens ne réussiront jamais, pas parce qu'ils ne veulent pas parce qu'ils ne rêvent pas assez fort, pas parce qu'ils ne sont pas motivés au mois de septembre. Ils ne réussiront pas parce qu'ils sont incapables de mettre en place un vrai système de gagnants, un système qui protège leur temps, leur énergie, leur focus, leur corps, leur sommeil, leur couple, leur entourage et leur ambition. Tout le monde veut changer de vie, tout le monde veut gagner de l'argent, tout le monde veut être libre, indépendant, respecté, admiré, mais très peu de gens acceptent de changer concrètement leur quotidien. Ils veulent les résultats des gens obsessionnels avec les habitudes des gens moyens. Ils veulent réussir, mais ils continuent à dire oui à tout, à traîner avec les mauvaises personnes, à dormir à n'importe quand, à se disperser, à consommer de la dopamine facile, à vivre comme si leur environnement n'avait aucune conséquence sur leur trajectoire. Dans cet épisode, on va parler des habitudes qui font vraiment gagner, pas les petites routines Instagram avec un réveil à 5h du matin, un jus vert et 3 stations de motivation. On va parler des vraies habitudes, celles qui créent un écart durable, le lock-in, l'austérité radicale, la capacité à dire non, le blackout informationnel, la gestion de l'énergie, le sommeil, le sport, le biohacking, le couple, l'entourage, les distractions, l'alcool, la cheap dopamine et tout ce qui vous rapproche ou vous éloigne de la personne que vous prétendez vouloir devenir. Parce qu'à un moment, il faut être honnête, la réussite, c'est pas une question de motivation, c'est une question de système. Et si votre système est faible, votre ambition ne sert à rien. Aujourd'hui, on va donc voir comment les gens qui gagnent vraiment organisent leur vie pour maximiser leurs chances de réussir. Bienvenue dans l'épisode 5. Évidemment, je suis avec Samuel, mon cofondateur, et Roméo Bach, le super journaliste, créateur de content sur Instagram qui cartonne. T'as plus de 500 000 abonnés maintenant, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, solide. Moi, je regarde toutes tes histoires chaque matin. Ça me permet d'être au courant de ce qui se passe. Bon, ça va être un bon épisode. Ça va être cool puisque c'est vrai que les gens veulent réussir, mais en vivant comme les autres, ça ne marche pas. Si tu veux faire partie des 1%, il faut pas vivre comme les 99%. On va donner chacun nos tips. On n'a pas forcément les mêmes. C'est super important que vous trouviez ce qui fonctionne pour vous. Donc, il y en a qu'on va vous donner. Vous allez dire, ah non, ça me correspond pas. D'autres qui vont vous plaire. Le but, c'est que vous puissiez venir piocher un peu dans tout ce qu'on fait. On a mis des bons process en place. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui réussissent autour de moi sont toujours très automatisés. J'ai envie de dire, ils sont dans un rôle militaire. Le matin, ils se lèvent, ils réfléchissent le moins possible à tout ce qu'ils vont pouvoir mener de manière à être en automatisé. Donc là, on parle de business, sûrement pour les artistes, les trucs comme ça, c'est différent. Mais à partir du moment où tu veux faire de grandes choses et gagner de l'argent, je pense qu'on a besoin de structure, on va partager tout ça. Le plus important, et c'est pour ça qu'on l'a mis en partie 1, ce qu'on appelle le lock-in. Le lock-in, c'est le gros focus sur ton objectif. Tu sais que pendant une période de temps donné, tu vas tout donner là-dessus. On va parler aussi vie pro, vie perso, parce que c'est pas toujours facile. Et il y a des périodes où forcément c'est plus à l'aise, comme moi, où t'as pas d'enfants, moins de responsabilités. Sam, toi, t'as du monde à la maison, donc on peut pas forcément avoir les mêmes méthodes. Le lock-in, c'est quelque chose de clé. Mon lock-in, moi, il est assez simple. C'est que je pars du principe que quand tu as un objectif, il faut que ça devienne ton obsession. On va souvent parler d'équilibre. On va te dire qu'il faut réussir à continuer à voir tes amis, à faire un peu de sport, à voyager, parce que ton équilibre mental est important. Moi, je considère au contraire qu'au début de ta carrière, quand tu veux vraiment commencer, te lancer, on va dire les 10 premières années, tu n'as pas d'autre choix que d'être obsessionnel et tous les grands sportifs te le confirment, les grands businessmen te le confirment. Même un rappeur comme Kanye West explique que quand il faisait ses albums, il s'enfermait dans un stade ou il s'enfermait chez sa mère pour ne pas sortir. Est-ce que toi aussi, tu as fait cette période? Moi, j'ai aucun doute, je l'ai défoncé, mais toi, tu l'as eu? Ouais, pareil. Mais tu disais 10 ans, quand j'y réfléchissais, c'est ça, c'est 10 ans. Je pense que j'ai fait 22 sorties d'études jusqu'à minimum 32. Travailler hardcore, genre grosse discipline, mais sans jamais que ce soit un effort. Mais tu vois, si on doit quantifier, je pense que j'ai fait plusieurs années, au moins 5 ou 6, où j'étais à 7 heures au bureau. Je partais jamais avant 21h, 22h. Je pense qu'il y a beaucoup d'années sur ces 10 où je travaillais tous les week-ends. J'ai le souvenir de beaucoup de vacances aussi où j'ai beaucoup travaillé. J'ai même le souvenir une fois des vacances avec ma copine de l'époque où on était parti 2 semaines en Grèce, on n'est pas sorti de la chambre pendant 2 semaines, on a fait que bosser.
Et juste, ouais, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Je pense au début, si tu veux décoller, mais je l'ai jamais vécu comme un gros sacrifice pour plusieurs raisons. La première, je me suis dit, il y a un truc en anglais que j'adore qui dit, if you want to shop without looking at the price tag, you have to be willing to work without looking at the clock. Tu nous fais C'est pas mal. la Si tu traduction. veux pouvoir acheter quelque chose sans avoir à regarder l'étiquette du prix, tu dois pouvoir travailler sans regarder ta montre. Parce Exact. que ça fait partie du jeu. Ouais. Mais tu as raison de le préciser, c'est super important. Travailler extrêmement dur, et certains pourraient dire mais c'est un sacrifice, il passe à côté de sa vie. Alors que quand tu le fais, que tu kiffes ce que tu fais, toi je suis sûr quand tu fais ton content c'est pareil, en fait tu t'en rends pas compte parce que tu es aligné avec ce que tu veux faire. Et donc avant même de travailler et de lock-in comme on est en train d'en parler, faut que vous trouviez ce qui vous fait kiffer. C'est-à-dire que si t'aimes pas le business ou que t'aimes pas la verticale dans laquelle tu bosses, je pense que tu ne peux pas réussir, c'est trop dur. Et il y en a beaucoup qui se disent j'ai vu une opportunité aux US, je vais la dupliquer en France. Mais si t'es pas légitime, crédible et que c'est pas quelque chose qui intrinsèquement te fait du bien quand tu vas bosser, tu pourras pas tenir, c'est trop dur. Dans l'épisode précédent que vous pouvez aller voir, qui est top, on expliquait que le but c'était pas forcément de travailler non-stop, mais la valeur que tu crées. Mais je pense qu'au début, t'es pas capable de créer assez de valeur parce que t'as pas encore les skills, t'as pas fait les 10 000 heures. Hein, c'est la règle classique en général quand tu dis si tu veux être bon quelque part, faut faire 10 000 heures. Donc, tu vois, tu veux jouer du piano, tu veux faire du sport, c'est 10 000 heures avant d'être un véritable expert. Et malheureusement, au début, pour devenir un expert, il faut travailler. Moi, c'est pareil, j'ai travaillé énorme, mais j'ai pas de regrets particuliers. Même si je suis passé à côté entre 20 et 30, moi, ça a été vraiment hardcore travail. T'as un exemple, par exemple? Bah ouais, mes potes, ils sortaient tous les week-ends, ils allaient en week-end, et moi, je le faisais pas parce que, je voulais pas dépenser d'argent, j'économisais, j'essayais de tout investir, parce que j'ai compris très tôt que plus tu faisais un cycle d'investissement à un jeune âge, plus tu pouvais réinvestir. C'est-à-dire que si tu commences à investir à 20 ans, même si c'est des petits montants, évidemment, mais quand tu arrives à 30 ans, on va dire qu'un cycle d'invest, c'est 8-10 ans, mais tu as déjà fait un cycle, alors qu'à 30 ans, les gens commencent à peine à investir. Et donc, en plus, tu as gagné de l'argent, mais tu t'es aussi formé. C'est-à-dire que tu es meilleur et les erreurs que tu as faites, parce qu'au début, tu vas faire plein d'erreurs, tu les refais pas au cycle d'après. Et donc, ouais, parfois, j'en parle avec ma copine et je dis, ouais, c'est vrai que c'est marrant, mais mes potes, ils ont fait ça. Moi, je l'ai pas fait, ça me manque pas. Et c'est plutôt aujourd'hui où je suis à mon pic, à mon avis, tu vois, j'ai 38 ans, j'ai de l'argent, j'ai à peu près tout ce qu'un mec peut vouloir, que je vais essayer de profiter sans vouloir revivre mon adolescence, parce que tu vois, t'as plus le même âge, t'as plus les mêmes passions. Mais je pense que vous devez accepter que votre famille, vous allez moins la voir, et être préparé mentalement à subir ces commentaires quasiment, parce que les gens qui, eux, ne le font pas, vont vouloir se rassurer en vous disant que c'est too much. C'est-à-dire que c'est comme quand tu bois pas de l'alcool ou que tu prends pas de la drogue, les gens qui le font se sentent un peu seuls, ils disent vas-y, prends un petit trait, prends un petit verre, prends un petit truc, parce que du coup, ça leur permet de plus culpabiliser sur leurs propres méthodes qui évidemment sont pas bonnes. Donc super important d'avoir confiance en vous pour rester connecté à vos objectifs. Mais un truc que tu dis et que j'ai vécu pareil, c'est-à-dire moi ces 10 années vraiment hardcore, j'en retire pas du tout un souvenir amer. Et c'était, je pense, ça la clé. Quand mes potes, moi aussi, sortaient le week-end, je disais non. C'était pas non, il faut que je reste concentré, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir y aller, mais mon objectif est si grand que je peux pas y aller. C'est juste, non, ça paraît évident. En fait, si je sors avec toi, demain, je vais me mettre à mon bureau à 13h fatigué, c'est pas possible, ma productivité, elle sera mauvaise. Donc, sans aucune amertume, je disais non parce que demain, j'ai des choses à faire et ce que je faisais me procurait aussi du plaisir, travailler. Donc, c'est là aussi, pour être capable de faire ce lock-in aussi longtemps, de manière aussi intense, avec une telle discipline, il faut trouver du plaisir à l'intérieur. Voilà. Et je pense qu'il y a une forme de douleur aussi qu'il faut apprécier, mais c'est un autre sujet. Et moi, si je me butais comme ça, plusieurs raisons. Le premier, c'était effectivement celui de me dire, si je travaille pas, je suis envahi d'une grosse culpabilité. C'est-à-dire, je peux pas me dire, tu rêves de gagner 10, 20, 30 millions et en même temps, tu es là à jouer à la PlayStation à 22h. Juste, je me dis, t'es un idiot. C'est clairement de la culpabilité. Et puis, en gros, la deuxième chose, c'est la compétition. Te dire qu'en fait, il y a plein de gens qui, comme toi, veulent gagner beaucoup d'argent. Et quoi qu'il arrive, des gens aussi intelligents que toi, il y en a plein aussi. Et donc, la seule résultante, c'est combien d'heures tu vas travailler. Et donc, si je me dis, si moi, je bosse 7 heures par jour et que le mec à côté, il en bosse 15, il va gagner, c'est sûr. Et en fait, des gros lots à 10, 20 ou 30 millions, il n'y en a pas 50 qui existent. Et c'est celui qui va travailler le plus efficacement, le plus longtemps, qui va réussir à le gagner. Et donc, vu que je voulais en être, t'as pas le choix que de le faire, en fait. Et tu trouves que t'as tout sacrifié pour réussir? Si ton enfant il te demande, par exemple. Moi, encore une fois, j'ai pas le sentiment d'avoir sacrifié. Tu vois, j'ai passé beaucoup d'années de ma vie. J'ai passé 3 ans au RSA, 2 ans au SMIC. Je sortais de Dauphine, tous mes potes, ils gagnaient très bien leur vie. Je pourrais te dire que j'ai sacrifié. Je vivais dans une chambre de bonne, 15 mètres carrés, sans chiottes, sans douche, 6e sans ascenseur. Je mangeais des plats Picard à 2 €.
je peux faire Calimero et te dire qu'est-ce que c'était dur. En vrai, c'était les meilleures années de ma vie. J'ai adoré, c'était super, c'était... Meilleur quand même, c'est dur. Meilleur, Bah, moi, c'est franchement- pas mes souvenirs des meilleures années, moi. Alors, c'est pas les meilleurs depuis qu'il y a des nouvelles étapes, mais en tout cas, ces étapes-là d'entrepreneuriat, j'en garde que des bons souvenirs. Mais c'est vu que tu as réussi. Par exemple, si quelqu'un, ça fait 10 ans, enfin 15 ans, suis jusqu'à un moment, d'accord. tu lui dis, ouais, faut arrêter, mec, c'est comme ça. C'est agréable parce qu'à posteriori, ça a marché. Voilà. C'est comme dans un couple où le couple se passait pas très bien au début et finalement, ça a fini par fonctionner. Tu dis, c'était cool qu'on passe Oui, par ces étapes c'est vrai. parce qu'on s'est construit. Quand par contre, ton couple, ça fait 10 ans que c'est la misère, tu te dis pas, c'est cool qu'on ait eu la misère. Donc, nous, on est un C'est peu vrai. dans une zone de confort aujourd'hui parce que tout le travail qu'on a fait, il a payé. Mais c'est extrêmement rare et c'est pour ça qu'on envoie un message aussi de résilience aux gens qui nous regardent. Même si aujourd'hui, on peut passer un peu pour des embourgeoisés parce qu'il y a de l'argent, on parle de trucs, parfois first class et tout, mais on n'a pas oublié d'où on vient et on sait à quel point c'est difficile et on respecte énormément les gens qui sont dans la galère, les gens qui sont dans le dur parce que c'est tellement violent d'essayer sans avoir encore la preuve que tu vas réussir, c'est-à-dire que tu crois en toi, mais tu ne l'as pas encore prouvé. Et les gens ne t'applaudissent que quand tu as gagné la coupe. Tu vois, les gens, ils t'applaudissent pas quand tu es à l'entraînement. Ils t'applaudissent quand tu es sur le podium. Et donc, c'est très dur de rester motivé. À l'inverse, ils disaient, est-ce que t'es sûr que tu veux vraiment Ouais. faire ça, frérot? Ça fait 5 ans que t'essayes. Peut-être tu On te le retournes dans disait, le... toi, ouais. Bah, moi, je voyais bien, oui. J'avais ma copine de l'époque quand doutait fort et on parlera à un moment, je pense, des partenaires et de l'impact que ça peut avoir sur le succès entrepreneurial. J'ai le souvenir de ma mère aussi qui, à un moment, me disait, bon, en fait, ça fait 5 ans, t'es sorti de Dauphine, on a raqué pour que tu fasses les belles études. 1000 € par mois, c'est pas beaucoup. Est-ce que tu veux pas en faire autre chose? Donc, si, c'est sûr que les gens sont... C'est pas facile. Hein. Moi, j'ai ma Bring you mère down, à quoi. l'époque, je me souviens, quand j'étais sorti d'études et tout, j'avais déjà cette volonté. J'avais fait un master 2, droit privé. Enfin, je considère que les études servent pas à grand chose. Je trouve que si c'est aligné, par exemple, tu veux être avocat ou notaire, c'est bien de faire des études parce que t'as pas le choix. Mais si t'es un peu dans le flou, je pense qu'en te formant sur le côté aujourd'hui avec tous les outils qu'on a et en allant au contact du travail et en lançant des boîtes, t'es beaucoup plus efficace et t'apprends beaucoup plus de choses. Et je me souviens, c'était cette réflexion dans la famille qu'on me faisait souvent. On me disait, même quand j'étais jeune, fais comme tout le monde, va travailler au McDo. Et je disais, mais en fait, je ne peux pas parce que si j'accepte, même s'il n'y a pas de sous-métier et compagnie, si j'accepte de rentrer dans le moule et d'aller quasiment dans la facilité de la fiche de paye d'un petit poste qu'on va te donner, tu restes dans la matrice après, tu vois, c'est fini. Donc j'ai essayé de lutter contre la matrice, mais c'était vraiment dur, tu vois, de pas céder à ces sirènes. Et donc j'ai préféré me mettre dans ce que j'appelle une austérité radicale, tu vois, c'est-à-dire accepter que ma vie allait être hardcore pendant X années, quitte à faire beaucoup de sacrifices, pour ensuite pouvoir changer de cycle. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, dans ton livre, t'expliques que tu vis dans un appartement de 40 mètres carrés, t'as un lit, un bureau. Aujourd'hui, on voit les vidéos, t'es dans des maisons. Ok, mais aujourd'hui, j'ai 38 ans. J'ai gagné des dizaines de millions. À l'époque, j'avais 25, 26, 27, je devais travailler dur. Et c'est ce focus qui m'a vraiment permis de sortir mon épingle du jeu. Et je me souviens quand j'avais des concurrents ou des personnes de mon âge, le vendredi, ils sortaient, le week-end. Et donc, je me disais exactement ça. Ah, ils sortent, donc moi, je vais travailler plus. Et c'est con, mais même si tu leur mets 10 heures de travail en plus par semaine, c'est pas énorme, mais 10 heures fois 52 semaines, t'as fait un vrai écart. Et quand avec ton équipe, t'as cette énergie et que tu leads par l'exemple, les gens ont tendance à te suivre et ils te font confiance. C'est-à-dire que moi, j'ai des personnes aujourd'hui qui bossent avec moi, ça fait 10, 12 ans qu'ils sont à mes côtés. Et pourtant, ils ont commencé stagiaires ou avec des petits salaires parce qu'ils ont vu que quand on fait un sujet, on le fait vraiment, on le défonce. Et donc, il y a une compétition envers le marché parce que la vie est une grande compétition, faut pas se voiler la face. Il y en a beaucoup qui disent non, mais quand on est à l'école, faut penser à soi, pas les autres. Non, le monde est en compétition. T'es en compétition pour tout. T'es en compétition pour l'argent, t'es en compétition pour ton corps, t'es en compétition pour la séduction. Parce que quand tu cherches une copine ou un mec, t'es en compétition avec le reste du marché. Et donc, c'est pas parce que t'es juste sympa que ça va marcher. Et il faut avoir un ensemble de choses à offrir parce que c'est normal quand t'es dans une relation, il faut qu'il y ait un équilibre qui se crée. Donc, préparez-vous à la guerre parce que le monde à l'extérieur ne vous attend pas. C'est-à-dire que les gens ne réalisent pas que le monde, c'est la guerre dehors. Et en France, on essaie de dire faut manger avec ses concurrents, faut aller prendre des cafés. C'est pas vrai. Tu le fais pas, ouais. Non, moi, j'ai pas besoin de parler à mes concurrents. Je les respecte parce qu'ils font un business et donc je respecte les entrepreneurs, tu vois, qui sont sérieux. Après, t'as des mecs malhonnêtes et tout, mais disons les vrais entrepreneurs, je les respecte. Mais mon but, c'est de gagner puisque quelque part, quand j'ai un client, eux ne l'ont pas. Donc ça fait partie du jeu et c'est une compétition envers toi-même également et c'est quasiment le plus important parce que chaque matin, quand tu te lèves, tu veux faire plus. Tu veux faire mieux, tu veux te prouver à toi-même, et les entrepreneurs, c'est souvent des écorchés vifs, que tu peux faire quelque chose de beau. On a tous un professeur qui n'a pas cru en nous, peut-être la famille, une ancienne copine. Quelque part, tu prends ta revanche sur le marché, parce que la réalité, c'est que parler, ça sert à rien.
Tu vois, c'est ce qu'on dit souvent. Vaut mieux travailler dur et faire en sorte que ton succès fasse du bruit et travaille en silence avant que ça arrive plutôt que de dire tu verras, je suis le meilleur. Les gens de toute manière ne croient que les faits. Donc c'est quand tu réussis qu'ils disent ah ouais, il est brillant, je l'avais pas vu. Aujourd'hui, j'ai des gens, c'est marrant. Quand je les croise, ils disent non mais de toute façon ouais, on savait que t'allais réussir. Mais quand j'avais 18-19 ans, ils me disaient non mais Anto, il faut que tu redescendes un peu, si t'étais différent, ça se saurait. Tu vois, donc essayez de croire en vous même si vous êtes seul à le faire. Et t'as toujours été obsessionnel? Ouais, je pense qu'il y a des traits de caractère quand même de l'entrepreneur qui sont assez innés. Pour ça, on est pareil. Je pense. Ouais, c'est horrible à dire, hein, mais je pense que tout le monde peut devenir entrepreneur parce que si tu travailles dur, tu peux y arriver. Tout le monde peut s'ils veulent, mais tout le monde n'a pas les capacités de concentration, de focus, de résilience. Donc, factuellement, un mec qui du jour au lendemain veut se mettre entrepreneur et qu'il est prêt à tout raser dans sa vie, il pourrait y arriver théoriquement. Mais c'est extrêmement dur d'avoir les skills nécessaires. Je pense que tu as 2 qualités qui sont nécessaires absolues. C'est aimer la douleur quand même, parce que c'est souvent très très dur. Et si tu souffres pendant ces périodes de douleur, bah ça va être un long chemin. Faut prendre du plaisir dans la douleur. Et je sais que Anto et moi, on est pareil. Et souvent, on dit aux équipes, jusque-là, c'était facile, les gars. Maintenant, ça va être dur. C'est là qu'on voit les vrais champions, parce qu'il n'y a aucun mérite à pédaler vite en descente. C'est dans la côte qu'on voit les vrais. Et je sais qu'on se retrouve là-dedans. J'ai une pièce avec des fouets et tout dans la maison, moi, justement, pour m'entraîner. Non, mais faut aimer, tu vois. Et deuxième chose, c'est avoir une profonde confiance en soi. Tu vois, je prends mon exemple, et je suis sûr que Anto aura le même, mais voilà, moi, je sors de Dauphine en finance, tous mes copains ont un bon job, je fais 3 ans de RSA, 2 ans de SMIC, j'ai jamais douté que j'allais y arriver ou pas, tu vois, je me suis toujours dit, tu vas le faire, c'est sûr et certain. Et même dans les moments où, bah, pendant 5 ans, j'ai pas fait 10 balles, tu vois. Et même ma 3e boîte, je l'ai pas vendue des millions, je l'ai vendue 140 000 euros. Et ça m'a permis à peine de compenser mes 5 années où j'ai rien gagné ou presque, tu vois. Et pour autant, je me suis pas dit, putain, tu vas pas le faire, c'est relou, est-ce que tu ne devrais pas? Non, ça fait partie du chemin et j'avais cette grande confiance en moi. Et je pense que ces 2 qualités, au-delà de la discipline, qui est absolument nécessaire, je pense que ces 2-là sont absolument nécessaires aussi, sinon le chemin va être trop long, trop douloureux, semé de beaucoup trop de doutes. Et mentalement, physiquement, tu craques en fait. Et ça, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Je pense pas que tu puisses le construire, tu vois. La confiance en soi, tu veux dire, tu l'as eu depuis tout petit? Ouais. Ok. Non, mais c'est vrai que... Après, encore une fois, c'est dans la dualité. C'est-à-dire que je pense que personne n'a confiance en soi sans douter. C'est-à-dire que tu dois toujours être un peu dans les 2 extrêmes. Moi, par exemple, je vais être très à l'aise devant 500 personnes, 1000 personnes pour parler, mais je vais être un peu plus autiste si on est en one-one avec des gens. Je vais avoir vraiment confiance en moi et les gens qui me voient de l'extérieur, ils disent « ouais, il est même un peu prétentieux ». Mais dans les faits, avec mes proches, je vais beaucoup douter et me questionner. Donc, vous devez toujours être dans cette dualité. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doute régulièrement parce que il y a tellement d'erreurs. Il doit se remettre en question constamment. Même quand un business marche, avec l'évolution, ça peut changer. Les générations évoluent très vite. Donc, c'est extrêmement complexe. Mais il faut aussi noter que cette période de lock-in, qui est évidemment clé, très solitaire, donc il faut accepter d'être seul, et ça c'est un problème humain, on n'aime pas être seul, surtout avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens, il faut accepter d'être dans la solitude, mais se dire que c'est temporaire, et ça c'est très important parce que dans le livre, jusqu'à ce que tu aies un vrai succès, pour moi. Alors un vrai succès, chacun le mesure à sa manière, il y en a, ils vont me dire gagner 1 million d'euros c'est cool, moi je vais te dire que ça sert à rien. Donc ça va dépendre de où tu mets ton curseur. Mais toi, quand tu l'as eu, tu t'es dit c'est un Moi, succès? je me dis il fallait que j'ai plus de 15 millions pour avoir le droit de sortir de cette vie un peu dure, tu vois. Et donc à partir du moment où j'ai commencé à faire 15 millions cash, hein, je te parle pas de patrimoine, parce que patrimoine des start-upers ne veut rien dire. Il y a énormément de start-upers que vous voyez à la télé, vous avez l'impression qu'ils sont riches, ils n'ont pas d'argent. Donc ils ont une valorisation avec une boîte, c'est ce qu'on appelle du papier, donc c'est du patrimoine de papier. Leur part de société est valorisée X millions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cash. C'est combien tu as dans tes comptes en banque. C'est ça pour moi la richesse. Personnellement, même pas dans ta boîte, parce que ta boîte peut avoir levé 100, 200, 300 millions. Toi, tu n'as pas de réussite. On en a déjà parlé dans un autre épisode, mais il y a plusieurs formes de réussite. Tu as la réussite entrepreneuriale, où ta boîte a cartonné, mais tu n'as pas forcément d'argent. Même en France, il y a des succès. Des gens ont dit oui, ils ont vendu, c'était le premier à vendre 100 millions et tout. Ok, mais dans les faits, il avait 3% de la boîte. Donc, tu as pris 3 millions, c'est cool, mais c'est pas incroyable, quoi. Tu vois, si tu as bossé 15 ans pour ça, vaut mieux être salarié, limite. Et puis après, t'en as d'autres qui ont des petites boîtes qui sont vendues 20 millions, mais ils avaient 100% de leur boîte. Donc je préfère largement faire une boîte à 20 millions et avoir pris 100%. Donc tu as la réussite de ton business. Après, tu as la réussite patrimoniale. Donc ça veut dire que tu as réussi à générer de l'argent. Et là, tu l'as dans les poches. Puis tu as la réussite, on va dire, marketing. Donc c'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui font semblant d'avoir réussi et qui ont une belle notoriété, mais qui dans les faits n'ont pas de cash. Donc réussir à avoir les trois, c'est extrêmement rare. Marketing, à la rigueur, tu t'en fous, tu vois. Moi, ça fait partie de mon travail, mais Sam, il est pas sur les réseaux, il a son argent, il en a rien à foutre. Mais gardez en tête que ça va être temporaire, en tout cas, ce cycle.
et que vous allez en sortir. De la même manière que moi, j'ai vécu dans cet appartement à Neuilly, qui était vraiment dramatique. Genre, je sais pas si tu l'avais vu toi, mais Si, j'étais venu. il est vraiment. Les gens quand ils venaient, ils me disaient non mais tu peux pas t'infliger ça. Je te jure, c'était hardcore. C'était vraiment le truc. J'avais loué un truc qui était déjà meublé, j'avais même pas meublé, mais il était horrible quoi. Tu vois, mais j'étais bien dedans. C'est même pendant le Covid, je me souviens, j'avais fait le Covid 6 mois seul dedans, post-rupture, comme un fou, et je mangeais du feed et des pokés. Et j'adorais comme un malade et je voyais ma tête se défaire dans le miroir et j'aimais ça parce que je savais que Ouais. j'étais en train de créer des choses. C'est ça que je dis, quand C'est il le faut goût à la aimer la douleur, douleur, ouais. c'est ça. Mais ça, Elon faut Musk, aimer la c'est ce qu'il douleur. dit. Il dit en gros, faut être résilient, quoi. Ouais, Avant d'être clairement. intelligent, avant d'être travailleur, c'est limite. Ouais. Et tu vois, tu parlais du premier million et je trouve qu'il y a un gros mythe autour du premier million et je crois que c'était Kevin O'Leary, ton fellow gars de chez Shark Tank, qui va être mon associé américain. Je crois qu'il dit le premier million, first million is impossible, the second one is, et c'était quoi bien Inevitable. Inevitable, exactement. Et je trouve que ça laisse entendre que l'argent amène l'argent, et moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'en fait le premier million, c'est un niveau que tu atteins après 5, 10, 15 ans de lock-in où tu es capable d'être résilient, de te remettre en question tout le temps en continu, d'être super rigoureux, d'être super exigeant avec toi-même. Et si tu arrives à faire le miracle de sortir le premier million, qui est très très dur à C'est un faire quand miracle tu pars de pour zéro, pour moi, tu as cranté un niveau qui fait qu'effectivement, ça va être inévitable que tu atteignes les autres. Mais c'est pas ce million investi qui amène le deuxième, c'est pas vrai. Pour moi, le premier million, c'est un niveau que tu as cranté. Si tu as réussi à aller chercher le premier, c'est vrai que le deuxième et troisième, ils seront beaucoup plus faciles. C'est plus ça. Et à partir de combien d'années t'aurais abandonné? Bah, il faut des signes, en fait, tu vois. C'est comme si tu chases une fille qui te plaît beaucoup. J'ai envie de te dire, si tu fais une date, 2 dates, 3 dates, qu'elle répond à tes messages, même si tu l'as pas encore embrassée, t'as pas envie d'abandonner. Si tu lui envoies 10 messages de suite qu'elle te répond jamais, frérot, t'es un peu T'abandonnes. un forceur. Ok. Il y a un moment, faut prendre les signes, tu vois. Même Ouais, dans le c'est- business. ok. Donc là, c'est ça. Moi, j'ai fait une première boîte, j'ai fait 500 000 de CA, je voyais que je pouvais pas faire plus. Une deuxième boîte, j'ai fait 700 000 de CA, je voyais que je pouvais pas faire plus. Je l'ai vendu 140 000 euros. J'ai dit, bon, bah tiens, c'est pas les millions dont je rêve, mais il y a un petit step qui est Ok. cranté. La boîte d'après, je fais 10 millions de CA en 3 ans. Tiens, bah ça y est, il y a un nouveau step qui est cranté. Je fais mon premier million. Donc, c'est juste des petits indices qui te font dire que tu es sur la bonne voie, tu vois. Faut juste pas trop être exigeant sur Ouais. ta courbe d'apprentissage. Si t'attends de faire le premier million après 3 ans, c'est déraisonnable. C'est vraiment déraisonnable. Si les millionnaires, la moyenne en France, c'est plus de 50 ans pour être millionnaire. Donc, si tu veux faire mieux que ça, tu vois, vise 30 ans. C'est déjà super ambitieux. Mais quiconque se dit, j'ai 23 ans, il me faut 1 million dans 2 ans, est déjà en situation d'échec, en fait, parce que c'est déraisonnable d'attendre ça. Tu vas devoir, par définition, choisir des business où tu vas chercher l'énorme coup de chance, en fait. Et donc, ta proba est mince. Donc, il faut viser un temps qui est plus long, à mon sens. C'est le problème des réseaux sociaux, notamment avec Dubaï et compagnie. Tu as souvent des promesses d'argent rapide. La réalité, c'est que ça n'existe pas. Les rendements qu'on va te vendre à 300% par an ou fais ce truc-là et ça va fonctionner. Il y a toujours quelques contre-exemples. Il y en a qui ont très bien sorti leur épingle du jeu, mais tu peux pas parier sur la chance pour la réussite, en sachant en plus que c'est assez fou. Mais moi, je l'ai observé et toi, c'est pareil. Ce que tu vas gagner au bout d'un moment, nous par exemple, ce qu'on a gagné à 35-36 ans, chaque année, c'est supérieur à tout ce que tu as gagné avant. C'est-à-dire que tu as un effet, tu vois, tu réussis un peu quasiment du jour au lendemain, alors qu'en réalité, ça fait des années que tu bosses. Et tu dis, mais ça y est, je comprends pourquoi j'ai bossé pendant 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, admettons, tu vas quasiment rien gagner. Au bout de 10 ans, tu vas gagner 1 million. Et au bout de 13-14 ans, tu vas commencer à prendre 15, 20, 30 par an. Mais en fait, tu gagnes pas par an. Tu gagnes pour tout Les ce que 15 tu as ans, fait ouais. en amont parce que tu as fini tes 10 000 heures, parce que tu es devenu un expert. J'adore en anglais, toujours, j'en fais trop d'anglicisme, mais T'inquiète, tu on traduiras. It takes 15 years to be an overnight success. Ouais. Ça met 15 ans d'être un succès du jour au lendemain. Et ça, c'est un truc qu'on entend souvent, et beaucoup plus toi que moi d'ailleurs, mais ouah, Blast, c'est incroyable, c'est allé trop vite, du jour au lendemain, vous êtes devenu millionnaire. Non, en fait, avec Blast, on ramasse 30 ans d'expérience commune, 15 ans à galérer avec des boîtes de mon côté, 15 ans toi de ton côté aussi. Et là, c'est payback time, tu vois, tu récoltes les fruits de 15 ans de boulot, pas juste 2 ans. Pour moi, j'aurais jamais pu faire Blast sans Anthony, c'est d'une évidence absolue, mais sans mes 3 boîtes d'avant où j'ai fait un nombre de conneries incalculable qui a fait qu'arriver chez Blast, on en a fait beaucoup moins. Et ce que j'ai su exécuter avec Anto en 3 ans, j'aurais jamais su le faire sur ma boîte d'avant ou celle encore avant parce que j'aurais commis toutes les erreurs. Vos échecs sont la meilleure école. Ah bah Et Ouais, tes ok. échecs et mes échecs aussi, quand j'ai fait OKR, j'étais seul en plus, j'ai fait énormément d'échecs et les fonds d'investissement, ça les énerve un petit peu, je comprends, parce que quand j'ai levé 30 ou 35 millions, ça a fait partie de mon cursus scolaire.
C'est-à-dire que j'ai appris, on a eu beaucoup d'argent, c'était une autre époque où il fallait investir beaucoup, faire de l'acquisition. Et vraiment, ça m'a permis de devenir meilleur. Et je suis persuadé que la prochaine boîte qu'on lancera, si on en lance une, on sera encore meilleur parce qu'on aura appris avec Blast aussi, parce que c'est la première fois qu'on a eu un business qui fait des millions d'EBITDA, qu'on peut verser des millions de dividendes. Et donc, on pourrait encore optimiser tout ce qu'on a appris. Donc, tous vos échecs, c'est pas du temps perdu. C'est vraiment quelque chose qui vous forme, vous permet de devenir meilleur. Et donc, il n'y a pas de honte à échouer. Moi, j'ai échoué. D'ailleurs, Niel disait ça aussi. Je suis un peu un loser. Je suis un loser qui a gagné quelques fois, tu vois. Et en fait, t'as pas besoin de gagner à chaque coup. T'as besoin de gagner, d'avoir raison une seule fois pour faire un véritable écart. Donc, on envoie un message de soutien. Il y en a beaucoup, j'imagine, qui sont en train de galérer. Mais baissez pas les bras parce que ça peut marcher. Je vous dis pas que ça va marcher parce que t'es jamais sûr de rien. Essayez de capter les signaux, comme disait Samuel. C'est-à-dire que à un moment, si vous voyez que c'est calme plat et que vous n'êtes pas bon, peut-être que vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour réussir dans cette verticale. Changez, essayez. Mais si vous voyez que vous avez des indices qui vous laissent penser que vous êtes bon, et généralement les gens autour de vous vont le dire, tu commences à le percevoir, tu vois, toi c'est pareil, quand tu commences à faire des bons trucs, il y a des gens qui disent « tu vas y arriver mon salaud, continue, t'es sur la bonne lancée ». Vas-y, ouais. Ouais, je pense. Alors, je rencontrais pas grand monde. J'étais vraiment dans ma grotte pendant 10 ans à juste travailler dur, pas beaucoup d'interactions. Par contre, beaucoup de livres. Alors maintenant, il y a les podcasts, mais moi, à l'époque, je lisais une tonne de livres sur l'entrepreneuriat, sur des grands succès, des livres de finance, quels qu'ils soient. Et je trouve que c'est ça qui te donne le drive. C'est-à-dire, si tu viens dans un environnement où t'as pas beaucoup de monde très successful autour de toi, si comme moi, tu t'enterres dans ta grotte pour bosser comme un fou pendant des années, t'as besoin de retrouver ce drive, t'as besoin de trouver cette envie, cette énergie. Et moi, je l'ai toujours pioché dans les livres. Aujourd'hui, il y a des podcasts de centaines d'entrepreneurs très successful. Tu t'en fais un par semaine, ça te redonne un mois de jus. Et ça, c'est un truc que je peux vraiment chaudement recommander. C'est inspirez-vous des succès des autres, des énergies des autres, et vous verrez que tous ceux qui aujourd'hui sont millionnaires ont échoué et se sont butés pendant 5, 10, 15, 20, 30 ans avant d'y arriver. Et ça, pour moi, ça a toujours fait du bien dans le chemin, tu vois. Et t'as un livre en particulier à conseiller ou? Il y en a plein. Moi, je sais que j'en avais adoré un. C'était à mon époque finance. Pour ceux qui aiment la finance, c'était Greatest Trade Ever de John Paulson, qui était un gérant de fonds aux US, qui a gagné, je crois, 20 milliards avec son fonds en pariant avant tout le monde sur la crise des subprimes. Avec un analyste, il s'était buté pendant 2 ans à creuser toute la data. Il était arrivé à la conclusion que le marché immobilier ricain allait s'effondrer. Et tout le livre, c'est l'histoire de ce trade sur lequel il est à contre-courant face à tout le marché. Il a raison et au bout de 2 ans, il ramasse, je crois, 20 milliards. Celui-là, j'ai adoré. Et t'en as plein. Anto, on avait parlé, il y a Shoe Ben Dog. Horowitz aussi, ouais, t'as Shoe Dog avec Phil Knight, fondateur de Nike. Ouais. T'as Ben Horowitz, qui est évidemment un succès aux États-Unis énorme, qui disait The Hard Thing About Hard Things. Ouais, c'est très simple à lire en plus. Ça, simple à lire. Et ça t'explique que dans les startups, il va falloir envoyer que ça va être sale. Tu vois, il n'y a pas de demi-mesure. Faut pousser fort. Un point peut-être parce que toi, tu parles souvent de résilience et je vois parfois en commentaire des gens, je me dis, est-ce qu'ils le prennent pas trop au pied de la lettre, ce mot résilience? Parce que résilience, ça veut dire, même si ça marche pas, continue, bagarre-toi, lâche pas. Et en vrai, il faut aussi savoir prendre les signaux. Si je reprends le parallèle avec la fille à qui t'envoie un SMS, toutes les semaines, tu lui envoies un SMS, elle te répond jamais, tu pourrais lui dire, sois résilient. Et le mec va envoyer le 11e et le 12e SMS. Mais dans résilient, il y a quand même, prends un petit peu de hauteur. Sois réaliste. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Prends le feedback Pas être dans terrain. le déni. Il faut pas que la résilience devienne du déni. C'est exactement le point. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut trop souvent voir chez des entrepreneurs où entreprendre, être résilient, ça veut pas dire juste ne pas lâcher coûte que coûte. Si je reprends mon exemple, et je parle beaucoup de moi parce que je n'en ai pas beaucoup d'autres, mais tu pourras parler des tiens. Moi, j'ai fait 4 boîtes avant d'y arriver et la première, je l'ai lâchée au bout de 2 ans. La deuxième, je l'ai lâchée au bout de 2 ans. La troisième, je l'ai lâchée au bout de 7 ans. Parce qu'en fait, Mais t'es resté dans la même industrie quand même. Donc t'as eu un sacré apprentissage. Ouais, c'est ça, je suis resté dans la même industrie, mais j'aurais pu, ma première boîte, me dire non, tu lâches pas, t'es à 500 000, comment tu peux faire pour aller faire 2 millions? Non, en vrai, c'est trop dur d'aller faire 2 millions. Je pense qu'il y a des manières plus simples d'aller faire 2 millions. Et si ça nécessite de recommencer de zéro, on va recommencer de zéro parce que je pense que j'y arriverai plus facilement. La résilience, je pense qu'elle est entre les projets, quasiment. C'est-à-dire qu'il faut pas que la résilience soit par projet, même si évidemment, si ton business marche pas au bout de 2 mois, faut pas abandonner. Mais c'est plutôt, OK, j'ai eu un échec, je dois continuer à essayer. Parce que dans un business, j'aurais plutôt tendance à dire, essayons d'aller vite, et si ça marche pas, on coupe vite. Faut pas être dans le sentimental. Quand tu es en business, tu regardes si ça fonctionne, t'es pas attaché émotionnellement, faut être froid. C'est-à-dire que si
tu avais une idée et que tu vois que le marché la prend pas, ce qu'on appelle le POC, hein, la preuve de concept, proof of concept. Bon, bah, si ça prend pas, ça prend pas. Si les gens veulent pas acheter ton produit, c'est pas de les forcer à acheter. D'ailleurs, on le voit beaucoup au Y Combinator où on investit, c'est le meilleur incubateur au monde dans la Silicon Valley, qui crée des centaines, qui a créé plus de 100 licornes, donc des boîtes qui valent plus d'1 milliard. Eux, au bout de quelques mois, ils peuvent faire un pivot, c'est-à-dire changer complètement de business model, notamment en parlant avec des partenaires de YC qui vont les accompagner et les aider. Je leur dis, ah, ton business, il prend pas, change complètement. Ou alors ferme les portes. Et ils rendent l'argent à leurs investisseurs, ça nous est déjà arrivé 4-5 fois. Au bout de 1 mois et demi, ils voient que ça prend pas parce qu'il n'a pas de chiffre, il n'a pas de traction. Il dit, OK, je rends l'argent à mes investisseurs, ce qui lui reste, il rend 90%, 85%, et il l'assume complètement. Alors qu'il y en a beaucoup en France qui diraient, ah, je vais continuer, je vais finir l'argent. Eux, ils savent déjà que ça sert à rien. Mais par contre, la différence, c'est qu'aux États-Unis, l'échec n'est pas considéré comme quelque chose de mauvais, et donc les investisseurs vont pas leur en vouloir parce qu'ils ont perdu un peu d'argent. Ils vont réinvestir sur le mec. Et c'est comme si toi, le parallèle que je vois, c'est comme si tu as la conviction en tant qu'entrepreneur, tu es un super jockey, mais que t'es sur un cheval qui a que 3 pattes. Tu pourrais te dire, non, mais en fait, faut être super résilient, je vais gagner la course. Ouais, mais en fait, ton cheval, il a 3 pattes, t'as pas être le meilleur jockey, ça va être compliqué. Donc, ça peut ne pas être déconnant de changer de cheval et en l'occurrence, faire un pivot, changer de business pour espérer pouvoir gagner une course. Ça n'a aucun sens de s'entêter à vouloir gagner avec un cheval qui est fatigué. Ou même acheter un autre cheval qui est déjà en train de gagner. Ça veut dire que de plus en plus dans les startups, t'es plus obligé de créer ta boîte, c'est-à-dire que t'es plus obligé de toi-même former le cheval, l'entraîner. Il y a des jockeys qui en ont marre et qui sont fatigués de leur cheval alors que le cheval marche bien, mais ils sont épuisés parce que ça fait 10 ans qu'ils sont à la boîte. Et tu peux trouver des deals où tu peux être late co-founder, où tu peux racheter la boîte parce que la boîte va mal et le founder, il veut la liquider. Il y a des fonds d'investissement parfois qui veulent créer de la liquidité sur leur ligne parce que ça fait 10 ans qu'ils y sont. Et c'est pas des fonds evergreen. Un fonds evergreen, c'est un fonds qui peut détenir ses parts pendant 20 ans, il en a rien à foutre. Mais la plupart des VC, ils ont des clauses de liquidité avec leurs LPs et ils ont envie de rendre de l'argent au bout de 8 ans, 10 ans, 12 ans. Donc il y a plein de possibilités de faire du business, mais ce qu'il faut, c'est avoir un cheval de qualité. Quoi qu'il arrive, que ce soit toi qui l'aies entraîné, ou que tu l'aies acheté, ou qu'on te l'ait prêté, tu dois réussir à avoir quelque chose qui va vite. Parce qu'encore une fois, tu es face aux autres, face au marché. Et on est quand même dans une époque exceptionnelle, et je tiens à le souligner parce qu'on ne veut pas être trop défaitiste quand même. Vous êtes dans une génération où la technologie a des grosses ruptures. Vous pouvez réussir à créer parce que y a des nouveaux outils incroyables, que ce soit l'IA, l'intelligence artificielle, la blockchain, le quantique. Il y a aussi beaucoup de business dans la défense qui sont en train de se créer, dans la biotech, dans la santé. Bref, il y a beaucoup d'opportunités et vous pouvez forcément trouver quelque chose qui vous anime et qui peut générer de l'argent. Aux États-Unis, c'est devenu la mode des mono-founders qui créent des billion-dollar compagnies, c'est-à-dire qu'avec des bons outils automatisés avec l'intelligence artificielle, avec 1 ou 2 employés, tu peux créer des boîtes qui font des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, sautez sur cette occasion, formez-vous. Et plutôt que d'aller à je sais pas quelle école où on va vous raconter des trucs qui fonctionnaient il y a 20 ans, formez-vous sur l'IA, sur les nouvelles tech pour avoir ce coup d'avance. Vous avez de la chance. Nous, on est déjà des vieux avec Sam. Au-dessus de 35, 36, t'es déjà un vieux pour les nouvelles technologies. Nous, on maîtrise pas le quantique, l'IA, la blockchain. On va essayer de se former, regarder ce qui se passe sur Cloud Cowork. Mais globalement, on est en retard. Donc, les jeunes, vous avez une possibilité, c'est d'être meilleurs que nous. Et donc, même si vous avez 20 ans, 25 ans, vous pouvez avoir plus de savoir que les anciens. Et c'est là-dessus qu'il faut miser pour réussir. On a parlé de plein de choses sur le lock-in, c'est intéressant. Je propose qu'on passe sur la partie 2, ce que je vais appeler l'énergie, la santé, l'équilibre nerveux. On a déjà parlé pas mal de biohacking, comment être en bonne santé, donc on va pas retomber dans les poncifs de bien manger, bien dormir, faire du sport, parce que j'espère que vous avez tous compris que c'était nécessaire, essentiel pour réussir à avoir une machine qui soit opérationnelle. Votre corps est le premier outil de travail. Donc, si vous n'êtes pas équilibré, ça peut pas fonctionner. Mais là, l'idée, c'est plutôt d'aller sur les techniques du quotidien qui vous permettent de maintenir cette capacité de travail, ce focus justement, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, mais l'équilibre nerveux d'un fondateur est très important. C'est ce qui permet de pas tomber en burn-out. Et on a tous nos techniques pour essayer de redescendre. Il faut réussir à avoir des périodes, malgré tout, où tu peux te relâcher, parce que sinon, si tu es trop stressé, tu vas prendre de mauvaises décisions. Moi, ça a pu m'arriver dans le passé. Quand tu es trop en guerre avec toi-même et ton système non-stop, tu n'es plus capable d'avoir, on va dire, une objectivité sur tes prises de décision ou de la clarté d'esprit. Donc évidemment, quand tu as des équipes et que tu peux déléguer, c'est plus simple parce que tu te décharges de la plupart des problèmes mentaux. Moi d'ailleurs,
je gère plutôt la partie marketing compagnie. Je dis gérer un maximum de problèmes. Vous m'appelez quand vraiment vous êtes coincé. Parce que j'ai pas envie de savoir qu'on a un problème avec un prestataire, machin, ça me pollue l'esprit. Je dois rester concentré sur la création de contenu, les grosses décisions qu'on prend avec Sam. Donc ça, c'est facile quand vous avez une team, disons que c'est faisable. Votre team est censé servir de tampon de pression, c'est-à-dire que la pression ne doit pas monter, mais la pression ne doit pas descendre non plus. C'est-à-dire qu'en tant que founder, quand vous avez des problèmes, nous qu'on a des soucis avec Sam, on va pas raconter à tous nos C-level, ah on a un problème, il y a ci, il y a ça, parce qu'on veut qu'ils se concentrent sur leurs tâches. Mais même vous, dans votre vie privée, vous devez réussir à trouver des moyens pour rester calme, tenir dans le temps. Il y a des méthodes que vous pouvez vous appliquer à vous-même, comme de la méditation, de la respiration, mais aussi un environnement que vous allez devoir créer. Et je pense que la personne qui t'accompagne au quotidien, t'en as parlé, c'est super important, que ce soit ton mec, ta meuf, peu importe, ta femme, ton mari, il faut absolument avoir quelqu'un qui vous soutienne, qui vous apaise et qui vous soulage aussi des complexités du quotidien. Ça va faire un peu râler sûrement, j'imagine, un type de personne, mais j'ai du mal à croire que deux entrepreneurs puissent vivre sous le même toit. Alors, il y a toujours des contre-exemples, on va dire, etc. Mais avoir deux profils extrêmement énergiques, deux profils alpha, parce que les entrepreneurs sont quand même très souvent des alphas qui ont un lead assez fort. À la maison, c'est le bordel, quoi, tu vois. Et il faut souvent un profil, en tout cas, c'est ce que j'observe autour de moi chez les gens qui ont réussi, qui soit beaucoup plus calme. Et ça peut être l'homme ou la femme, hein. Franchement, j'ai vu les deux cas. Est-ce que pour toi, Samuel, tu penses que tu aurais pu réussir sans ta femme, que je connais évidemment, toi tu connais Anna, ma copine, qui ont des profils, on va dire, à peu près similaires, qui vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus complémentaires et qui nous permettent aussi de nous reposer parfois quand on est à la maison et de lâcher un peu la soupape? Ouais, je pense que c'est capital. Moi, j'ai créé ma dernière boîte que j'ai fait pendant 8 ans avec ma copine qui est ma femme aujourd'hui, que j'ai rencontrée dans ce cadre d'ailleurs. Et on a travaillé ensemble pendant 8 ans. Et pour moi, c'était très, très, très utile, effectivement, parce que c'est quelqu'un qui... je pense pas que tu peux y arriver déjà si t'as pas l'entière confiance de ton partenaire. C'est-à-dire, si elle a pas la certitude et la conviction que tu vas y arriver à un moment. Moi, j'ai déjà dit, mais je mangeais... elle m'a connu à mon époque où j'avais vraiment pas d'argent. C'était carottes râpées et pommes au déj. Et parfois, je la suppliais d'aller, quand elle partait chez Franprix, me ramener mon déj. Et elle me regardait comme si j'étais Elon Musk alors qu'on bossait à 3 dans une cave et je mangeais des carottes râpées. Et pendant toute la relation, toutes mes périodes de doute, c'était « mais non, mais tu vas y arriver, mais t'es le meilleur, mais tu peux le faire, mais non, mais c'est rien, c'est qu'une passade, et ça va le faire, et j'ai confiance en toi, et t'inquiète, je vais t'aider ». Et d'avoir quelqu'un qui comprenait les sacrifices nécessaires, qui comprenait que je devais mettre mon business avant elle pendant toute cette période, et quelqu'un qui ne l'a jamais reproché, pour moi, ça a été la clé, parce que tous les soirs, tu rentres à 22 et tu bosses encore. Et quand en vacances, tu peux enfin peut-être te retrouver un peu, mais que tu bosses encore, je veux dire, trouver quelqu'un qui va pas te le reprocher, qui va te comprendre et qui va dire t'inquiète, fais ce que tu as à faire, je vais vivre ma vie. Bah pour moi, c'est très très dur à trouver et la condition nécessaire pour y arriver. Je parle même pas de l'opposé où tu aurais une copine ou un partenaire qui te dirait franchement, arrête avec tes conneries d'entrepreneuriat, va prendre un job, faut qu'on paye le loyer. Ça pour moi, c'est à proscrire absolument. Mais de l'autre côté, à l'autre extrême, j'ai ce que j'ai eu et qui m'a été extrêmement bénéfique jusqu'à aujourd'hui encore. La vie d'un entrepreneur, c'est toujours en doute, toujours stressé, toujours à te remettre en question. Et d'avoir quelqu'un à la maison qui croit en toi, c'est méga important. Et la deuxième étape pour moi, le rôle de ton partenaire, le rôle d'un partenaire d'entrepreneur, c'est d'apporter la paix. C'est-à-dire tu te lèves le matin, tu vas en guerre littéralement. À ton bureau, tu pars en guerre, il faut gagner, il faut en découdre. Tu rentres le soir, ça doit être la paix. C'est-à-dire que tu peux pas avoir une femme, à mon sens, qui te dit « bah dis donc, tu rentres tard, c'est encore moi qui ai fait le repas, c'est à ton tour de faire le repas, je suis éclaté, s'il te plaît, va gérer les enfants ce soir ». En vrai, je comprends qu'il y ait plein de foyers où ça peut pas se passer autrement, mais moi, si ça avait été comme ça dans mon foyer, j'aurais été incapable de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est parce que j'ai cette paix absolue dans mon foyer que je suis capable de mener une guerre sans fin à mon bureau. C'est la contrepartie nécessaire. Et je sais qu'on a la même perception du truc et que ça se passe à peu près comme ça chez toi aussi. Ouais, et il faut pas hésiter même à ce que le partenaire, encore une fois, que ce soit l'homme ou la femme, même si malheureusement dans les chiffres, hein, je fais ça parce que j'ai envie d'être poli, etc. Mais c'est que c'est les hommes qui dominent l'entrepreneuriat. Alors pour quelle raison, j'en sais rien. Hein, c'est historique sûrement parce que les hommes ont plus confiance en eux. On leur a dit depuis plus jeune que c'était possible, etc. C'est malheureux, mais
le volume d'argent des levées de fonds va à 90% chez les hommes. Donc, c'est beaucoup plus dur pour une femme de réussir. Donc, gros respect à celles qui le font. Nous, on en a financé pas mal avec Blast. Donc, on croit vraiment dans leur capacité. Et c'est malheureux qu'il y ait ces chiffres qui soient vraiment... Je te coupe, parce que moi, il y a une stat qui est sortie qui est super intéressante qui dit que si ta fille fait du sport à niveau professionnel ou en tout cas très sérieusement fait des compétitions et compagnie quand elle est petite, elle a 70% de chances de plus de devenir dirigeante d'entreprise ou C-level. Donc c'est de mettre dans sa tête cette notion de compétition, de bagarre, de résilience, d'exigence, qui est visiblement la qualité ou le soft skill qui leur manque pour accéder à ces fonctions. Ouais, je voulais couper ça parce que cette étude était très intéressante. C'est intéressant parce que les fondatrices que je connais qui ont réussi ont quand même toujours des traits masculins. La plupart du temps. Donc, c'est malheureux, hein, mais encore une fois, c'est des girls très ballsy, très masculines dans leur énergie, qui ont souvent des mecs soumis. Et c'est pas des conneries, hein. Non, mais. Faut trouver l'équilibre. J'en ai quelques-uns en tête. C'est pire que les mecs. C'est-à-dire que quand elles ont réussi, elles sont tellement masculines qu'elles deviennent pires que les mecs. Et les gars à la maison, je peux te dire que ça ne bronche pas, quoi. T'arrives, il a mis le repas, tiens, ma chérie, voilà les assiettes. Mais c'est normal, mais c'est le reflet de ce que j'ai dit, attendre-moi à la maison. J'ai envie que la table soit mise et que je sois en paix. La meuf qui est entrepreneuse, elle veut la même chose de la maison. C'est juste plus rare, effectivement, ce que tu sais. C'est la même chose. Et d'ailleurs, puisqu'on est quand même dans cette partie 2 où on parle du système nerveux, et on va faire une partie 3 sur l'environnement où on pourra reprendre ce sujet des partenaires parce que c'est la clé. Dans cette partie 2 sur le cool down, on appelle ça, c'est-à-dire être capable de redescendre. Moi, il y a une technique que j'utilise beaucoup et qui me paraissait folle il y a encore quelques années, c'est de pas dormir dans le même lit. Il y a des entrepreneurs qui me disaient, si tu veux bien dormir, tu ne peux pas dormir dans le même lit que ta femme parce que ça va tuer ton sommeil. Et c'est vrai que les études sont formelles, si tu dors à 2, tu dors moins bien. Donc là, on est dans des faits purs et durs. Je mets de côté la partie émotionnelle, etc. Nous, on a trouvé un bon équilibre. C'est que quand il y a des nuits importantes, des moments importants parce que le lendemain, il se passe quelque chose, on fait chambre à part. Est-ce que le podcast en est un alors? Le podcast, non. C'est pas assez dur. On est entre nous, on est entre potes, on est avec des amis qui regardent. Tu vois, c'est pas crucial. Sauf si la nuit d'avant, j'ai fait une mauvaise nuit et que vraiment j'ai une dette de sommeil. Je vous conseille de traquer avec Whoop, Apple Watch, votre sommeil. C'est la clé. Parfois, vous avez l'impression d'avoir bien dormi, mais en réalité, votre VFC est monté ou vous êtes pas parti en sommeil profond et vous n'avez pas une bonne récupération. Avec la montre, tu sais si t'es reposé, donc tu sais si tu peux pousser à l'entraînement, tu sais si tu dois faire une petite sieste pour compenser. C'est vraiment très important de traquer la data. Donc si je vois que j'ai une dette de sommeil qui est montée, j'essaie toujours d'avoir max 1 heure de dette de sommeil. Donc ça va calculer tes besoins. En gros, au début, pendant une semaine, pendant un mois, ça va calibrer. Tu vas avoir entre 7 et 8 heures de besoin de sommeil par nuit. Et derrière, ça va calculer si tu es en avance ou en retard. Donc, quand tu n'as pas de dette de sommeil, ton cerveau est beaucoup plus efficace. Donc, c'est une technique, il n'y a même pas de débat. Vous devez réussir à bien dormir. Et comme on l'avait dit dans le dernier épisode, vous pouvez aller le voir. On avait charrié sur les 3 000 € d'Aid Sleep, mais je maintiens, c'est très important. Aid Sleep, super si vous avez les moyens. Des bons draps, bon matelas, bon oreiller. Trouvez ce qui vous correspond. Si tu dors sur le ventre, tu prends pas la même épaisseur d'oreiller que si tu dors sur le dos ou sur le côté. Faut vraiment creuser ces sujets. Et effectivement, nous, quand on a une obligation, ou même parfois, quand tu vois dans le couple, tu fais un peu la gueule, moi ça m'arrive de temps en temps. Hop, on dort dans l'espace, je pense, dans un couple peut créer du rapprochement. C'est-à-dire que nous, on a une règle aussi, c'est qu'une fois par mois, elle part une semaine et elle va faire elle est peintre, elle est artiste, donc elle va faire un stage de peinture ou elle va voir sa famille aux Pays-Bas. Et pendant une semaine, on crée de la distance pour que chacun se recentre aussi sur sa vie, parce que l'objectif, c'est pas d'être 100% ensemble tout le temps. Moi, j'ai observé que vivre dans l'intensité totale du couple n'est pas forcément ce qui crée, en tout cas dans mon cas, la meilleure cohésion. Et donc, vous devez être capable de trouver vos fonctionnements. Il y en a, ils font un date par semaine, obligatoire. Toi, je crois que tu fais ça. Tu as un dîner où tu te dis, le jeudi soir, c'est soirée avec ma meuf pour réussir à calibrer. Et quand tu es entrepreneur, tu es obligé de le faire. Ça perd un peu de la spontanéité, mais c'est ça. Moi, il y a une époque, pour coucher avec ma meuf, c'était dans mon agenda, c'était dans mon Google Calendar. Donc, j'avais un slot horaire à respecter. Hop, allez, c'est l'heure. Alors, c'est vrai que ça perd la spontanéité. Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, austérité radicale. Donc, il y a pas le choix. Non, maintenant, je me laisse un peu plus aller. Maintenant, j'ai ouvert la plage horaire de 2 heures. Donc, tu vois, on a un peu plus de temps pour choisir. Non, je rigole. Mais tu dors avec ta femme? Oui, bien sûr. Ça, tout le temps. Oui, tout le temps. Moi, je dors mal quand je suis sans ma femme. Mais moi, j'avais lu une étude que les hommes, justement, ils dorment mieux
quand ils sont avec leur femme et pas. Enfin, qui dorment mieux avec C'est et le les côté femmes. féminin d'Anthony, ça. Ouais, ok. Non, mais honnêtement, pour le faire, quand t'as personne dans le lit, parce que forcément, il y en a un moment, je sais pas, qui va bouger, qui va se lever pour aller pisser, qui va boire un verre d'eau, tu dors moins bien. C'est-à-dire que t'es plus en sommeil profond. Tu peux avoir l'impression de dormir, mais les études sont formelles. Même Whoop, il t'en parle parce que t'as une IA à l'intérieur. C'est évident que quand t'es seul dans ton lit, bon, à part si t'as des problèmes d'affection et que t'as besoin de te blottir comme Gatsby qui vient constamment se coller à moi, globalement, c'est mieux quand tu dors seul. Nous, on le fait 1 fois, 2 fois par semaine. Point max, tu vois, moi j'ai des potes après, c'est des malades, tu vois, ils dorment jamais avec leur meuf, ils commencent à s'endormir et quand il y en a un qui dort, l'autre s'en va, enfin tu vois, c'est des vrais setups, mais après, chacun doit trouver son rythme, c'est-à-dire que Non, l'objectif juge pas. c'est que tu cool down et que tu aies la possibilité de bien te reposer, baisser ton rythme nerveux, et il y en a plein qui ont des techniques, il y en a qui vont faire du sauna, il y en a qui vont faire des bains glacés, je le fais aussi, mais j'ai cassé un peu le bain glacé moi parce que c'est vraiment un commitment de fou, c'est-à-dire que te lever et te mettre dans 3 degrés, 3 minutes, le matin, ça te met un espèce de shot. Alors après, c'est vrai que tu es en forme, c'est comme si tu avais bu un café, sauf que c'est naturel, mais il est dur mentalement. Sauna, c'est facile à suivre. Sauna, tu peux le Ouais, faire. ça a l'air Toujours agréable. penser à se congeler les burnes en même temps, parce Oui, que sinon, après, tu faut perds avoir un du- sauna à la maison, quoi. faut avoir un sauna, mais bon, on parle de ceux qui ont un peu réussi. Et toi, Après, t'as tu une peux avoir des technique saunas dans les salles de sport, tu vois, par exemple. Moi, je trouve qu'il y a un truc qu'on n'adresse pas, c'est le temps d'écran, qui pour moi est super important. C'est parce que tu as vite fait de travailler 10 heures par jour, dormir 8 heures par nuit, après t'es à table et compagnie. Et qu'est-ce que tu fais de ton temps restant? Si tu le passes à scroller sur Instagram, je trouve que c'est terrible. Et au même titre que tu as dit, toi, tu mets dans ton agenda tes moments intimes avec ta femme pour pas les louper. Moi, sur mon temps d'écran, j'ai vu que j'étais pas capable de gagner contre l'algo. J'ai vu que j'étais pas capable et globalement, c'est pas surprenant. Hein. Tu as Zuckerberg et les autres, il embauche les meilleurs cerveaux du monde pour être capable de capter ton temps d'attention. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai une petite brique, ça coûte 50 € à la maison, qui physiquement me bloque mon téléphone. En gros, j'ai un outil que j'ai collé sur le frigo. J'ai setup mon iPhone en disant après 18h30, tu me coupes LinkedIn, Facebook, Instagram et mes mails. Je peux pas y accéder. La seule manière que j'ai de pouvoir y accéder, c'est d'aller badger mon téléphone sur mon frigo physiquement. Sinon, je me retrouve dans mon lit à 21h, 21h30, à côté de ma femme, en train de scroller Instagram. Au bout d'un moment, tu as les yeux qui pleurent, il est 22h30, tu t'es pas parlé, tu es supposé t'endormir, mais tu t'es mis 1 heure de lumière bleue dans les yeux, tu peux plus dormir. Et donc, il y a plein de choses comme ça où je me dis, je suis pas assez fort pour me contrôler, donc je vais me faire aider. Ça peut être par un coach sportif parce que je sais que j'ai pas la force mentale pour me faire mon sport 3 fois par semaine. Donc je paye quelqu'un qui sonne à ma porte. J'ai pas le choix. Comme j'ai pas la force mentale de pas regarder Instagram le soir, j'ai acheté un outil qui m'empêche de regarder Instagram le soir. Il y a tout un tas de choses comme ça où si tu sais que c'est bon pour toi mais que t'as pas la force nécessaire intérieure, faut se faire aider. Et ça peut être des gens, ça peut être des outils, mais c'est quelque chose que j'ai mis en place pour réussir, comme tu dis, à cool down. Parce que tu tapes 1 heure de scroll avant de dormir. Je trouve que c'est terrible. 1, t'as brûlé 1 heure de temps. Globalement, t'as rien appris. 2, t'aurais pu mieux fait de le passer avec ton partenaire. Et 3, t'as niqué ta nuit parce que tu vas mal dormir. C'est des décharges de dopamine terribles et ils sont très forts, les algos, donc tu peux pas lutter contre eux. C'est satisfaisant et ils vont te pousser une mini vidéo qui va te donner l'impression de bonheur et tu vas devenir complètement addict. La dopamine, c'est un gros problème. C'est pareil avec le porno. Faut calmer le porno. T'as énormément d'entrepreneurs, surtout les mecs là pour le coup, qui vont être accros au porno pour avoir cette décharge, cette rapidité et qui vont moins coucher d'ailleurs avec leur meuf au fur et à mesure parce qu'évidemment t'as moins de besoins. Ça c'est ultra addictif. Toutes les dopamines rapides, vous devez les éviter en tant qu'entrepreneur. Même les jeux vidéo, quoi. Jeux vidéo aussi, c'est pareil. Et même les mini-jeux sur ton téléphone, c'est un piège de fou, tu vois, parce que tu vas jouer à, je sais pas, Clash of Titan ou je sais pas quoi. Et c'est des mini-parties de 5 minutes et t'en refais une, etc. Vous devez réussir à vous contrôler. Et Sam l'a très bien dit. C'est aussi faire preuve d'humilité que de savoir de connaître tes limites. Moi, typiquement, vous l'avez vu hier, on était en tournage. Il y a toute l'équipe qui est à la maison. On a fait un barbecue. Le chef avait fait des super gâteaux. Je sais que je peux pas lutter contre le gâteau parce que j'aime trop le sucre. Je me lève, je vais dans ma chambre et je vais travailler. Parce que je sais que si je suis devant, ça va être trop compliqué. Moi, c'est le sucre, mal manger. Je me suis trop habitué quand j'étais jeune à mal manger. Donc aujourd'hui, si je veux pas manger de dessert, de pizza, s'il y en a, je dois partir. Parce que je donne d'ailleurs des consignes au chef et au staff. Je ne veux rien dans mon frigo qui soit mauvais.
Donc, tu vas pas trouver des desserts, tu vas pas trouver des pâtes à tartiner, tu vas pas trouver des bonbons, tu vas pas trouver du J'étais soda. ravi hier de trouver quand même une petite plaquette de chocolat noir 70% qui était planquée, que t'avais oublié. C'est 70, je pense même que ça devait être plus. Non, Normalement. il était 70. Ouais, Celui-là, c'est pas j'étais bien, tu vois. trop Il va content. falloir que C'était je l'équivalent d'un recharge. Kinder Bueno pour moi dans ta maison. Là. Je Ouais. l'ai refait. Non, mais ça, j'ai interdiction, tu vois. Je fais pas parce que je sais que je me contrôle pas, je suis un peu boulémique sur ces trucs. Donc, si je trouve un pot de Nutella, je vais le déboîter. Et je vais Moi, pas je être t'ai vu capable... face à des profiteroles un jour et tu m'as impressionné. Ouais, je suis énervé. C'est-à-dire que tu vois, je mange vraiment pas, je fais attention, je fais le truc bien. Mais si j'ai une opportunité, c'est pour ça que moi, je déconseille les restaurants. Parce que bien manger chez soi, c'est facile. Ouais. Si t'as rien de mauvais dans ton frigo, t'as pas le choix. Donc moi, j'y pense même pas. Je vais pas manger du pain, des trucs. Il y en a pas. Comme ça, tu vois, j'y pense pas. Ce qui est très dur pour moi, c'est t'es au resto et t'as des profiteroles, t'as des trucs de fou. Et là, tu te dis, ok, bon, vas-y, c'est là, faut bien que je le mange. Là, on était avec un pote qui a pris des frites. J'ai dû faire sortir la barquette de frites de la table. Je dis, mec, je suis désolé, mais prends pas de frites avec moi. Change de Oui, mais table. c'est ça, la Et on a discipline. changé mais les, C'est parce on a revu les frites. qu'on assimile toujours la discipline à la capacité à résister sur le moment présent. Et comme tu le dis, ça me fait penser à une anecdote d'un copain à moi qui malheureusement avait trompé sa copine. Et je dis, mais pourquoi t'as fait Malheureusement ou heureusement, s'il ça était, Heureusement, je s'il sais était pas. malheureux et Oui, que il était malheureux. Je dis, mais pourquoi t'as fait ça? Et il me dit, bah frérot, on s'est retrouvés dans les toilettes de la boîte de nuit, elle et moi, j'ai pas pu résister. Je dis, mais ça se joue avant, en fait. Ça se Oui, joue au c'est moment sûr. où tu décides d'entrer dans les toilettes. C'est trop tard. Tu vas pas résister Ouais. une fois que t'es enfermé à deux dans 1 mètre carré. Donc, tu ne rentres pas avant, ça va mieux se passer. Pareil, tu laisses pas rentrer le Kinder Bueno dans ta maison, sinon t'es mort. Exactement. Donc vas la pas en boîte de discipline, nuit, ça quoi. se joue pas juste face à toi comme C'est ça. comme l'alcoolique. Faut mettre des règles. L'alcoolique à qui tu dis prends un verre. C'est fait. Et d'ailleurs, est-ce que tu as remarqué hier, parce que tu étais là, Sam, t'étais pas là, mais et c'est naturel, c'est pas méchant. Les gens disent prends-en juste une part. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et 3 ou 4 personnes prends juste ou goûte une cuillère. C'est le pire. C'est comme si t'es avec une nana, tu dis bon, on commence juste et après on arrête. Mais et c'est extrêmement dur et vous devez avoir cette rigueur de pas y aller. Chez Blast, on a un deck avec les valeurs de la boîte. Il y a 3 slides et il y en a une parmi les exemples. C'est connaître ses faiblesses est la plus grande des forces. Et c'est tout ce qu'on est en train de citer. C'est connaissez vos limites et mettez en place des stratagèmes, des techniques pour éviter de franchir cette limite avec les faiblesses que vous savez être les vôtres. Le système vagal à travailler, pour rester dans les techniques pour avoir ton système nerveux qui est plus calme, il y a plein de solutions. On en a parlé. Tu as le sauna, tu as les bains glacés, tu as le sport. Tu as aussi maintenant des décharges électriques que tu peux te mettre dans l'oreille avec un petit appareil et ça te permet de réguler ton système nerveux. Ryan Johnson qu'en parlait d'ailleurs justement. Ouais, ça marche très très bien. Ça, c'est Ok. mon psychiatre qui m'aide et qui me donne toujours des techniques. Il y en a aussi d'ailleurs qui sont peu connus, faire du trampoline. Bon, c'est pas hyper pratique, mais tu peux t'acheter un mini trampoline, faire du trampoline, Et tu te sens bien après, améliore là. ton On va système faire les nerveux. visios en trampoline. Ouais, alors on c'est faisait les visios en marchant. Déjà, on en fait les marchant, visios en ouais. marchant, on va faire dans tous les sens les mouvements. Et un autre truc qui est pas mal, et c'est toi qui me l'avais montré, c'était, j'ai plus le nom en tête, mais tu sais, le truc qui vibre pour méditer. Ouais. Pour te forcer à méditer. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu du mal à méditer seul. Ouais, C'est pareil. vraiment un truc sur lequel je dois travailler. Parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas, mais je donne la technique parce que des gens y arriveront sûrement. T'as plein d'applications, Petit Bambou et compagnie qui te permettent d'avoir des séances où t'as de la musique, des paroles. Et là, ce qui est cool, c'est que c'est un truc que tu te mets autour du cou. Tu te le mets ici, donc c'est très bon pour le système nerveux. Et ça te met des vibrations et tu dois respirer en même temps que les... Sense8. Ouais, ça c'est s'appelle. ça. Je l'ai acheté et je t'avais Ça coûte chopé. un peu cher, hein. C'est 150 ou 200 balles quand Je même. crois je que crois. c'est un petit peu cher effectivement. Et c'est Mais cher ça vaut pour le ce que coup, c'est. ouais. Hein. Bah, en fait, le truc, c'est ce qui est très dur dans la méditation globalement pour tous ceux qui débutent, c'est que bah, le but, c'est de réussir à éteindre un petit peu ton cerveau. Et l'avantage qu'a Sense8, c'est qu'en gros, il te fait une vibration ici, et du coup, ça te permet beaucoup plus facilement de te concentrer sur quelque chose que quand tu essayes avec Ouais, rien. bien sûr. Et pour le coup, tu te mets ça pour t'endormir, tu as les AirPods avec des sons spécifiques qui matchent avec les vibrations, l'intensité de la vibration. Et en vrai, je te défie de fermer les yeux 10 minutes et de pas t'endormir avec ce truc, c'est challenging. Moi, je l'ai dans l'avion. Pour Quand dormir je suis aussi, c'est fatigué, bien. C'est pour Je dormir. le mets ok. dans l'avion autour du cou, C'est je fait mets pour mes AirPods méditer. en 10 minutes. Ok. je suis À la Mais base, in fine, c'est fait tu pour t'endors, méditer, mais tu peux l'utiliser pour dormir en fonction de la puissance de tes vibrations. Et c'est vrai que ça aide. Alors, attention, ça dépend des profils. Moi, j'ai essayé de dormir avec. J'ai pas dormi avant 4 heures du mat parce qu'il y en a qui sont très nerveux comme moi. Ça fait l'effet inverse. Parce que ça active ton système. Donc, Faut se encore une connaître. fois, il n'y a pas Faut se une connaître. bonne manière de le faire. À vous de comprendre l'outil. Je rajouterai que commencer par la science. Et commencer par la science, c'est bilan de santé, prise de sang et adapter tous vos marqueurs. C'est-à-dire que vraiment, on l'a vu tous les deux, quand tu prends la bonne complémentation, il y en a beaucoup qui vont dire c'est placebo, c'est ci, c'est là. Il y a peut-être une part de placebo parce que tu fais attention à toi. Et donc, du coup, tu vas mieux manger, tu vas faire plus de sport parce que tu te mets dans un mindset. Mais le placebo, ça marche. Quand tu commences à faire du sport, Placebo.
tu te dis, j'ai pas envie de m'entraîner comme un con et de transpirer si c'est pour manger un burger derrière dégueulasse. Donc, le placebo, pour moi, peut être intéressant à partir du moment où il te met dans un lifestyle. Mais en tout cas, moi qui suis vraiment sensible à tous ces sujets médicaux et compagnie, avoir une bonne complémentation, et là, je te parle pas de trucs dangereux ou techniques, mais tu vois, tu prends du GABA, du magnésium, de la ashwagandha, tu peux prendre plein de vitamines qui vont t'aider à être beaucoup plus calme, mesuré. Et ça fait déjà une vraie différence. Moi, le meilleur cool-down, celui qui a changé ma vie, c'est de faire du sport après le boulot. C'est-à-dire, ça me fait entre la très haute intensité du travail et le moment où tu rentres à la maison et il faut jouer au Lego avec les enfants, c'était trop hardcore. Et quand je mets ma séance de sport pile au milieu, bah, ça me permet vraiment de déconnecter et c'est beaucoup mieux que... Et tes 15 000 pas, normalement, tu sais, la marche, ça te calme. Non, 15 000 pas. Enfin, moi, je l'ai pas senti comme ça. 15 000 pas, c'est pour mon corps, c'est pour ma résistance à l'insuline. Mais tu dors mieux quand même. Et la marche, moi, je l'ai vu, j'exporte mes data Whoop dans GPT ou d'autres IA. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire 10 000 pas par jour minimum avec le tapis, on en a parlé dans l'épisode précédent, donc on vous conseille des setups et tout, allez voir l'épisode. Mais en gros, c'est un bureau qui se lève, tu mets des pieds comme ça, hydrauliques, plus ça coûte 300 balles tapis sur Amazon, qui marche. C'est vraiment ça pour le coup un truc que tout le monde peut se payer. Et c'est vrai que sur mes datas, elles se sont améliorées, que ce soit la VFC, que ce soit le nombre de battements par minute qui a baissé, et donc une meilleure récupération la nuit, parce que tu vas consommer mais en zone 2. C'est-à-dire que tu as différentes zones dans ton effort. Zone 1, c'est ton corps, ton cœur est en mode normal. Zone 2, tu vas être entre 100 et 120 battements, on va dire. Zone 3, 120, 140. Et après, plus tu montes, plus tu es en zone élevée. Et la meilleure zone pour perdre du gras, notamment, c'est la zone 2. Parce que tu vas taper... Elle est pas facile, hein. En marchant, t'es pas en zone 2. Il faut vraiment marcher vite et très incliné. Tu marches vite ou pentu, ça dépend. Moi, j'ai le cœur qui monte assez vite, je peux assez facilement me retrouver en zone 2, bizarrement. Ah ouais Et pourtant, je prends des bêta-bloquants. Il faut se connaître. Et faut réussir à se mettre pile poil haute zone 1, début de zone 2. Et globalement, tu vas taper dans le gras sans taper dans ton système nerveux. Parce que si tu cours, souvent on dit il faut courir. Courir, c'est un peu agressif. C'est-à-dire surtout pour les gens qui commencent. Quand tu es in shape, tu peux te le permettre. Mais quand tu débutes, courir, tu as fait des chocs aux genoux, c'est très intense et tu es fatigué. Et ce qu'il faut pas, c'est faire du sport et qu'après tu sois éclaté. Alors que marcher, c'est une bonne... Il y a une stat là-dessus, c'est de marcher une distance équivalente en courant à plat ou en incliné à plus de 15 degrés, c'est quand même beaucoup, hein, plus de 15 degrés. Tu brûles 70% de graisse à marcher en incliné qu'en courant. Et ça, c'est sans compter tous les problèmes que ça génère aux articulations et compagnie. Donc, si le but, c'est perdre la graisse viscérale, perdre la graisse, c'est mieux de marcher en incliné. Ouais, et les meilleurs abdos pour perdre le gras du bas, c'est connu, mais il est extrêmement dur. C'est tu te pends, donc tu as les bras comme ça, et tu lèves tes jambes. Donc, tu vois, tu fais ça. Ouais. Et puis arrêter les profiteroles aussi. Ouais. Ça, alors, les abdos, ça se joue à la cuisine. De toute façon, c'est la règle. Lose weight in the kitchen. Évidemment, si tu t'entraînes, c'est mieux, tu les dessines plus, ils sont plus saillants, ils sont un peu plus larges, donc tu les structures. Mais ça se joue dans la cuisine. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont déjà là. Le six-pack, je l'ai abandonné, moi. J'ai préféré la glace. Mais un jour, tu vas y arriver. Jerry, Tu vas y aller. Tu vas y arriver parce que le six-pack, j'aime bien dire ça, ça fait très superficiel, mais je suis aussi un mec un peu superficiel. Être riche, il y a pas mal de personnes qui le sont, tu vois, dans le monde. Mais être riche avec un six-pack, tu rentres dans une catégorie d'animaux très rares. Oui. C'est comme les Pokémon, ça vaut beaucoup. T'es dans le 0,001 parce que ça veut dire que tu as une discipline de porc. Tu arrives à être blindé, tu pourrais tout te payer les meilleurs restos, mais malgré tout, tu as ton six-pack. Et ça, c'est frais. Et une fois que tu l'auras, après, tu voudras quoi d'autre après, du coup? Bah, tu peux toujours faire mieux, c'est-à-dire que tu vois, tu peux améliorer ton taux de gras, tu peux augmenter ton volume. Moi, par exemple, cet été, tu vois, je suis pas bien parce que je me suis pété la main et donc j'ai perdu mon rythme. Bah, je vais être trop fin, je vais quand même être sec, je vais être pas mal, pas dégueu à la plage, tu vois, mais j'ai pas le volume que j'aurais voulu. Donc l'année prochaine, je dois me remettre pour prendre plus de poids et garder ce taux de masse grasse à 12%, on va dire 11-12%. Donc tu peux toujours faire mieux. Et puis après, quand c'est plus esthétique, c'est aussi sur tes performances. Donc tu peux aller te challenger sur combien de temps tu peux courir, quel poids tu peux lever pour continuer à être en compétition avec toi-même. Et tu as toujours de quoi aller chercher. Et là, encore une fois, ça me fait une transition vraiment parfaite sur le point numéro 3. C'est l'environnement dans lequel tu évolues. Pour moi, c'est la clé. C'est qui t'entoure, qui t'inspire, de manière à ce que tu puisses faire de belles choses. Il faut éliminer tout ce qui détruit l'ambition. Et typiquement, moi, mes potes, et t'as vu, quand t'arrives ici, j'ai 2 potes là en ce moment à la maison. Les 2, ils sont tankés. Ils boivent pas d'alcool, ils fument pas, ils se droguent pas.
entraînement tous les jours, 2 fois par jour, matin cardio, soir muscu. T'es dans un rythme. C'est-à-dire que t'es dans une maison healthy. Je peux te citer 95% de maisons ici où il y a de la drogue dans la chambre, de la musique toute la journée, du soda dans le frigo, des gens, tu vois, qui vont avoir un impact négatif sur toi. Moi, je vais faire en sorte d'inviter mes potes qui sont dans le sport. De toute façon, globalement, ils sont tous plus ou moins dans le sport. Mais on va se faire des grosses séances parce qu'après, tu as le côté aussi motivation, compétition. Bon, vas-y, s'il fait une série de plus, moi aussi, il faut que je fasse une série de plus. Jamais dans la comparaison. C'est-à-dire que, tu vois, en fonction de ton morphotype, il y en a un qui peut faire 15 kilos de plus que toi. Ben, c'est sûr qu'il va bouger plus au développé couché, a priori, que ce que toi, tu peux faire. Mais le but, c'est de te battre contre toi-même, aller chercher la répétition en plus. Donc, votre environnement, pour moi, c'est la clé de votre réussite. C'est-à-dire que si tu ne rencontres pas les bonnes personnes, et ça, c'est un choix que tu fais, tu ne peux pas y arriver. Dans l'épisode précédent, on avait parlé des rencontres qu'on avait pu faire, moi que ce soit avec Mélanie à l'époque, toi avec tes copines, pour avoir des gens qui vont pousser vers le haut et qui vont dire nous on croit en toi. Tu as dit un truc très intéressant tout à l'heure, c'est moi elle me prenait pour Elon Musk, ma meuf. Et c'est souvent le cas, c'est-à-dire quelqu'un qui croit en toi, il va t'idéaliser quelque part. Et c'est exagéré parce que tu n'es sûrement pas Elon Musk, moi non plus, mais quelqu'un qui te voit dans ton plus bel habit, c'est quelque chose de très important parce qu'il va te donner de la confiance en toi. Et donc, avoir quelqu'un qui te survalorise, c'est super important. Parce qu'en te survalorisant, il va te donner confiance. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut se faire beaucoup de compliments. Et moi, j'essaie toujours de le faire, tu vois, avec mes proches ou ma copine. Parce que dire à quelqu'un, t'es vraiment belle, t'es vraiment smart, j'adore comme tu peins, j'adore comme tu fais, ben, ça fait plaisir et on se rend pas compte comme quoi un petit mot peut changer la journée. Donc, je vous invite avec les gens autour de vous à dire ce que vous pensez. Moi, quand un pote arrive, et je l'ai fait encore avec un pote qui est là, quand il arrive, il se met torse nu, il est costaud, je dis putain mec, solide, t'as bien travaillé, je suis fier de toi. Parce que la plupart des gens vont pas avoir tendance à le dire, ils vont dire bah oui, il le sait qu'il est costaud. Ouais, mais quelqu'un qui se bute à la salle pour être costaud, il est content que tu lui dises qu'il est costaud. Et toi, ça te coûte rien. Et donc, je trouve qu'il faut valoriser le travail des autres, pas pour être un susboule, tu vois, c'est pas de la flagornerie, mais réussir à envoyer de l'énergie positive aux gens autour de toi, ça te permet de générer quelque chose, ça permet de motiver et ça revient toujours parce que quelqu'un que tu valorises, lui aussi va te valoriser. C'est valable pour le sport et c'est valable pour le business aussi. Là, si on parle d'entrepreneuriat et de capacité à réussir, c'est l'environnement qui va beaucoup déterminer, les gens que tu fréquentes, qui va beaucoup déterminer est-ce que tu te lances en business ou pas, est-ce que tu progresses, est-ce que tu t'améliores. Et même, je vais juste aller jusqu'à la réussite scolaire. Encore une fois, je prends mon exemple. Mais moi, typiquement, j'étais plutôt pas mauvais à l'école en classe élémentaire. Au CM2, je suis 2e de la classe et je rentre en 6e dans un collège où ils prennent les 3 premiers de toutes les classes primaires de l'arrondissement et ils les mettent ensemble jusqu'à la terminale. Et donc, moi, j'ai été dans cette classe où j'étais toujours dernier de la classe avec 13 de moyenne. Et donc, ça a cultivé le fait que, en fait, les gens bossent beaucoup, les gens sont exigeants, les gens sont rigoureux, les gens travaillent dur. Et en fait, 13, c'était nul. Et donc, c'est ça qui a fait que quand je suis arrivé ensuite à Dauphine en finance, je me suis rendu compte que j'étais plutôt dans les premiers de la classe parce que j'étais dans un échantillon qui était très exigeant, très rigoureux. Et ça, transposé au business, c'est la même chose. Si tu traînes que avec des mecs, je vais grossir, qui traînent au McDo, qui bossent au McDo et toi, tu vas être entrepreneur, effectivement, ça va être beaucoup plus difficile. Et donc, l'environnement, les gens que tu fréquentes, que ce soit ton partenaire, c'est évident, tes amis, c'est évident, c'est ça qui va faire, à mon sens, énormément de est-ce que tu vas y arriver ou pas, plus que tout. Et si vous manque dans votre environnement, que ce soit familial ou amical, des gens qui ont cette envie, cette énergie, et que vous ne pouvez pas vous en nourrir, il existe les podcasts, il existe les livres. Et moi, c'est comme ça que je m'en suis inspiré. Il existe les clubs comme Blast. Ouais. On ramène ça à Blast parce qu'on le fait, qu'on adore le projet. Quand tu as des personnes et que tu es à Jonzac, par exemple, tu es en Charente-Maritime, c'est dur de trouver des entrepreneurs, même s'il doit y en avoir, et bravo à eux, on les félicite. Quand tu viens dans un club comme Blast, tu as 14 000 personnes, la plupart, c'est des entrepreneurs, des C-level, à minima des gens, hommes, femmes de différentes classes de la société, qui viennent pour en découdre. Parce qu'ils ont de l'ambition, ils veulent gagner de l'argent, sinon ils n'investiraient pas avec nous dans les startups. Et ça te donne une énergie. Et quand on fait des événements, on en fait plus de 100 par an en France, tu vas être au contact de personnes qui ont la dalle. Et donc souvent, quand on fait des dîners, des déjeuners, au-delà de parler avec moi, parce que c'est toujours intéressant, etc., on prend des photos, je leur donne des techniques, il y a plein de questions à poser. Mais c'est surtout la valeur, parler avec ton voisin qui, lui, bosse dans l'immobilier. Tu réalises qu'il a pris 100 millions. Là, j'en ai en tête, avec qui on avait été chez YC. Il avait vendu ses agences 200 millions, 300 millions.
Et c'est un mec comme toi et moi, tu vois, tu te dis pas, il vient d'une grande famille, etc. Et ça, c'est de la motivation. Donc, vous devez trouver des gens qui vous inspirent. Vous pouvez aller sur LinkedIn écrire à des gens, même si globalement, les gens très occupés, ils vont pas vous répondre ou aller faire des déjeuners avec vous. Mais globalement, essayez de trouver, d'attirer, soyez un peu un aimant à quelque chose de positif. Je pense vraiment, moi, que... Ou incrustez-vous, hein. Tu peux aussi t'incruster. C'est-à-dire, le rêve, à chaque fois, quand tu es dans un cercle, c'est quand même d'être le moins performant des gens que tu fréquentes. Si vous êtes le meilleur de vos amis, globalement, faut changer d'amis. Si l'ambition, c'est de réussir, donc c'est un peu drastique de dire ça, mais si l'ambition, c'est de toujours faire mieux en business, bah, faut être dans un cercle où il y a des gens qui ont fait mieux que vous. Faut en apprendre d'eux. Si tout le monde juste s'inspire de vous, bah, c'est généreux de votre part, mais il y a pas beaucoup à aller chercher. Faut faire très attention au cercle d'amis. Tu as raison d'en parler. Moi, ça m'a toujours interpellé depuis tout petit, puisque moi, j'ai toujours bougé de ville en ville. Donc, j'ai jamais eu un groupe d'amis avec lequel je suis resté pendant 20 ans. Et je vois souvent des gens qui ont été à l'école ensemble, sont au lycée ensemble, ont été après à la fac ensemble. Et en fait, ils réalisent pas qu'ils bougent pas et qu'ils ont pas d'ambition parce que comme ils sont tous ensemble, ils voient pas qu'ils évoluent pas. Alors que quand tu es avec des personnes qui vont très vite et qui grandissent, tu te dis, ah ouais, je suis un peu en retard, faut que j'accélère. Donc, essayez d'être avec des gens qui vont vous inspirer, qui vont vous tirer vers le haut, avec une compétition saine va se créer, de manière à réaliser que il y a des stars dehors. Il y a beaucoup de stars. Et ça, on a une vision, quand j'y pense à ce qu'on dit, qui est très hardcore du sujet. C'est-à-dire que tout ce qu'on met, le couple, la bouffe, l'amitié, l'environnement, est ramené à la performance business. Et ça, pour une toute petite partie des gens, en vrai, qui sont obsessionnels et qui veulent faire quelque chose de très, très grand et qui sont prêts à tout sacrifier. Il n'y a pas de mal du tout, Pas en que vrai. pour le business. Parce que pour le sport, c'est la même chose. Change tes amis si tu veux continuer de grandir. En vrai, c'est un peu ridicule. Pour le sport, ça marche aussi. C'est-à-dire que si tu veux être un grand sportif, tu peux pas être avec des potes qui mangent du McDo. Donc en fait, c'est pour réussir de manière générale. Ça peut être dans l'art. Si tu veux être un grand peintre ou machin, soit avec des personnes qui créent. Parce que si t'es avec des mecs comme moi je fais pas un tableau, j'y fais rien. Donc tu vas te dire, bon, mais moi je fais un tableau par semaine, c'est cool. Sauf que si t'es avec des vrais peintres, je dis n'importe quoi, ils vont peut-être en faire 10 par semaine d'étoiles. Et tu vas dire, ok, faut que je crée plus. Je veux dire, c'est que t'as des gens pour qui l'amitié, et c'est mon cas aussi, et je sais que c'est ton cas aussi au moins en partie, c'est aussi un moment juste de détente qui est pas nécessairement d'inspiration, où tu te rappelles le bon vieux temps et compagnie. On n'est pas obligé d'avoir une vision aussi hardcore de l'amitié. C'est sûr que ça aide, et je pense que par la nature des choses aussi, le cercle d'amis évolue dans le temps au fur et à mesure que tu grandis. On est très peu aujourd'hui à avoir les mêmes amis aujourd'hui que quand on avait 12 ans, quand on avait 20 ans, quand on avait 25 ans, parce que la vie te présente des opportunités, tu évolues dans un sens, dans l'autre, et ton cercle d'amis s'adapte à qui tu es. Tu peux garder ton ancien cercle aussi, et c'est important d'avoir tes bases, ta structure, des gens qui sont là avec toi, et puis te créer effectivement de nouveaux cercles dans lesquels tu peux aller. Parce que moi, je crois pas du tout à tes amis d'enfance du quartier peuvent parler avec tes nouveaux potes entrepreneurs multimillionnaires. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, et c'est malheureux, la plupart du temps, les chiffres me donnent raison, tes amis d'enfance, si eux sont restés dans le quartier et que toi, tu as réussi, ce sera difficile de leur parler parce qu'ils essaieront de t'escroquer, ils essaieront de te prendre de l'argent. Moi, ça a été le cas. J'ai des anciens amis à moi qui m'ont fait des menaces, des mails anonymes, des menaces de kidnapping, etc. Et quand les flics ont cherché, c'était des anciens amis. Et donc, ça fait toujours bizarre, mais quelque part, la jalousie, c'est un sentiment qui est extrême, mais très courant. C'est-à-dire que surtout en France, soyez persuadés que votre voisin, si vous avez une plus belle voiture que lui, ça va lui mettre le seum. Même vos amis, ça sera le cas. D'amis que j'ai trouvé ou que j'ai lu, je sais plus, mais c'est quelqu'un qui peut profondément se réjouir de ton bonheur. Et je trouve que ça, c'est très, très rare. Très, très rare d'avoir un entourage où tu dis, tiens, j'ai réussi, j'ai fait ça. J'ai levé tant d'argent, ou cette année j'ai gagné tant, ou alors regarde comment je suis fit. Quelqu'un qui peut te dire, comme toi dit, putain, bravo, c'est beau, tu te donnes, sans avoir ce sentiment de putain, le bâtard, il est plus fit que moi je suis gras, ou ouah, pourquoi lui, il a gagné 2 millions cette année, et moi je gagne que 200 000, je suis dégoûté. En vrai, des gens qui sont capables de profondément se réjouir pour toi, si tu comptes, c'est dur d'en avoir plus que 5. J'ai un exemple incroyable là-dessus, et on rigole souvent avec les potes. Quand j'ai acheté cette maison, qui est quand même fatale, quoi. Tu vois, t'arrives, elle est belle, c'est un peu universel. T'aimes ou t'aimes pas le style, mais c'est universel. J'ai vraiment vu une différence entre mes amis qui m'ont pris dans les bras en mode mec, je suis tellement content pour toi, putain, t'as mérité, t'as bossé. Tu vois, vraiment ému. Tu vois, même moi, ça me touchait au début, j'ai pas trop l'habitude. Je me disais putain, c'est chelou, ça, ce qu'il fait. Et d'autres qui arrivent, et... ouais, elle est pas mal. Tu vois, comme ça. Et c'est marrant parce que tu vois la différence entre la personne qui va vraiment être satisfaite pour toi et qui va se dire, je sais comme il a bossé, ça me fait plaisir, il vient d'une famille compliquée, il avait pas d'argent, putain, on va fêter ça.
et qui arrive avec un petit cadeau, un petit truc, ou celui, il la trouve bien à la maison, mais il a un peu le seum, tu vois. Et c'est incroyable comme j'ai moite-moite au niveau des potes, tu vois, et c'est pas méchant. Mais moi, je me suis toujours réjoui des gens qui gagnent. Là, je sais plus quel est l'exemple. Il y en a un qui a gagné l'autre jour, qui a pris un énorme ticket. Ah ben si, quand moi j'ai fait x20, Oui. lui a pris 17 millions ou un truc comme ça. C'est-à-dire que c'était un investisseur du projet auquel moi j'avais mis 30 000. J'avais pas pu mettre beaucoup parce qu'il y avait plus de place. Et lui était un peu co-créateur de la boîte, mais on appelle ça managing partner. C'est-à-dire qu'il aide les cofondateurs à lancer la boîte. Il n'est pas opérationnel, mais il passe du temps avec eux au téléphone. Il avait va au genre bord. 10% de la boîte. Je crois. Et il avait X% de la boîte. Je me souviens plus combien. Et il avait peut-être mis 200 000 euros dans la boîte, tu vois, pas un énorme ticket. Et là, quand moi j'ai pris 600 000 la semaine dernière, lui a pris 17 millions. Et je lui ai dit, envoie-moi le screenshot. Il m'a envoyé le screenshot. Je lui ai dit, mec, je suis fier de toi, t'es un bon, t'as une nez fin, je kiffe. Mais j'étais sincèrement content pour lui. Alors que je pourrais dire, putain, le bâtard, moi, il m'a laissé mettre que 30 000, machin. Je dis, mais merci, si t'as d'autres coups, tiens-moi au courant. Et d'ailleurs, viens investir avec nous chez Blast, tu vois. Et il va investir avec YC et compagnie, il a fait son adhésion. Mais je suis profondément content et ça me met aussi une part de compète. Je me dis, putain, faut qu'on trouve encore des super dossiers parce que c'est la preuve que c'est possible. Donc, c'est comme quand moi j'achète cette maison, c'est la preuve que n'importe qui peut avoir une belle maison. Il y a 10 ans, j'avais rien, j'étais un clodo, j'étais dans la rue, j'avais même pas d'endroit où dormir. Donc, tu vois, c'est quand même incroyable de se dire, en France ou en Europe, aujourd'hui, le rêve américain est possible. C'est rare, mais c'est possible. Si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Et donc, c'est là que tu vois tes vrais amis, effectivement, mais c'est très rare de trouver des gens qui vont être derrière toi, en support, qui vont accepter leur place, ou des personnes, des profils qui vont t'accompagner, que tu vas recruter, qui vont être ravis d'être des numéros 2. Mais là, elle dit souvent, Mélanie qui m'a accompagné depuis le début, il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu crées pas ta boîte? Tu connais le marketing, tu vois, dis, non, moi je suis une bonne numéro 2. Faut avoir des gens autour de toi qui sont pas envieux, qui connaissent leurs valeurs et qui savent où ils sont bons. Tu vois, et moi, il y a plein de trucs que je serais nul à, je le dis souvent, ce que ça me fait, moi, je saurais pas le faire. Inversement, j'imagine. Et chacun est à sa place, tu vois. Et ça, c'est important. Donc, votre environnement, c'est vraiment la clé. C'est la clé. Et le locked-in, ça vous a, finalement, ça écrème un peu vos amitiés, non? Vous avez perdu plein en passage? Oui. Parce que ça, il n'y a pas tous les potes qui restent. Moi, j'ai le souvenir de soirées où tout le monde sort, il y a 6-7 personnes, tous les meilleurs copains, et bah non, les gars, moi, je vais pas sortir. Ah, t'es relou, viens un petit peu, 1 heure. Non, les gars, je suis pas chaud, on se retrouve demain matin. Et tu les as pas perdus à force? Bah, si, on m'invite plus aux soirées. Moi, c'est pareil, tu on vois. m'invite plus aux soirées. Moi, on m'invite. On ne m'invite plus, hein. Toi, on t'invite? Non, on m'invitait plus, moi. Ouais. Alors, moi, je suis dans le locked-in. Mais c'est vrai que t'es pas le mec, tu te dis, il va être hyper bonnard en soirée. Quand on te voit comme ça, on te voit pas sur la table, comme ça. Attendez les serviettes. Non, mais en vrai, la vérité, c'est que, tu sais, on parlait de l'austérité. Moi, ça fait 10 ans que je suis locked-in. Donc, c'est vrai qu'à un moment, bah, in fine, t'es tellement focus que tu perds un peu les plaisirs comme ça, simples. Mais c'est un peu le risque. Mais tu vois, on C'est un parle peu le risque, on en d'équilibre, parlait, mais- c'est le buzzword de cette génération, tu vois, l'équilibre vie pro, vie perso. S'il y a bien une chose où je suis convaincu que c'est une connerie, c'est bien ça. C'est-à-dire, si ton but dans la vie, c'est d'être vraiment très successful, tu n'as pas avoir d'autre choix que d'être parfaitement déséquilibré pendant 5, 10 ou 15 ans. Le locked-in, c'est un déséquilibre. Ouais, Il faut peut-être regarder Donc, l'équilibre à l'échelle d'une vie Exactement. et pas à l'échelle d'une journée. C'est sûr, Ouais, c'est ça. L'équilibre se fait à l'échelle d'une vie et concrètement, quand tu bosses très dur, on va dire de 20 ans à 40 ans, tu vois, c'est un peu la plage minimum si tu veux être un bon entrepreneur. Et de 20 ans à 40 ans, forcément, ton équilibre va pas être fou. Mais après, de 40 à 80 ans, si tu veux ne plus travailler, tu ne travailles plus. C'est Et l'objectif. donc, c'est là que ça va compenser. Et quelque part, tu verras que même quand tu auras gagné beaucoup d'argent et que tu auras 40 ans, tu continueras de travailler parce que tu aimes ce que tu fais. Mais tu travailleras d'une différente manière. De toute façon. Tu travailleras avec moins de pression et tu travailleras peut-être 3 heures par jour. Tu le feras le matin, tes investissements, tu appelleras ton family office, tu géreras tes profits. Et l'après-midi, tu kifferas, tu feras du surf, tu feras du kite, tu feras ce que tu veux, tu vois. Donc, l'équilibre se fait à l'échelle d'une vie, mais ce serait très naïf de penser que tu peux faire des choses exceptionnelles, quel que soit ton domaine, en vivant comme le reste de la normale. Il faut bien avoir conscience que les mauvaises habitudes, les mauvais réflexes, ils coûtent pas très cher sur le moment, mais ils te coûtent la vie que tu aurais pu avoir. Et donc, tu ne t'en rends pas compte. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que, concrètement, c'est comme quand tu achètes un matelas de merde, tu te rends pas vraiment compte sur le moment que c'est un problème, mais en réalité, tu perds des nuits et des nuits de sommeil et donc tu vas accumuler des dettes juste à cause de ce mauvais achat parce qu'au lieu de mettre 1 000 € dans ton matelas, tu as mis 300 € parce que tu étais radin. Donc, les problèmes que tu vas vivre au quotidien coûtent pas très cher en cash, mais par contre, ça te crée une dette sur des années et c'est quand tu te retrouves sur ton lit de mort que tu dis « Ouf, c'est vrai que j'aurais pu faire mieux ». Et c'est cette succession
de facilité. C'est comme le sport, comme le régime, comme tout. Ah, vas-y, un petit cookie. OK. Allez, un petit soda. En fait, dans la journée, tu as 10, 15 moments où tu peux te dire, allez, c'est pas grand-chose. Mais ça, mis bout à bout, c'est fatal. Et dans le business, c'est la même chose. Vous ne devez pas négocier, vous ne devez pas transiger avec votre discipline. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, quand j'ai un objectif, il n'y a pas de négociation possible. Tu vois, c'est acté. C'est-à-dire que si j'abandonne une fois, j'abandonne toute ma vie. Et depuis toujours, tu as été comme ça? Moi, j'ai toujours été assez déterminé. Okay. Il y a des périodes où, pour le coup, je veux pas le faire. Moi, le sport, je suis assez cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai pas la motivation pour une raison X, Y. Je me dis, OK, pendant 3 mois, je relâche. Donc, tu vois, je vais continuer à m'entraîner un peu, mais je vais être beaucoup plus relâché. Comme quand j'ai eu ma main. Tu vois, j'ai eu ma main. J'aurais pu, si j'étais très déter, dire, vas-y, je vais muscler que le bas, abdos et compagnie, et je ferai le haut plus tard parce que je peux pas tenir de poids. Mais je sais pas faire les trucs à moitié. Donc, j'ai juste fait des entraînements un peu légers pendant 2 mois pour garder un peu de muscles. Et je savais qu'avec la mémoire musculaire, j'allais m'y remettre comme un porc à partir de juin. Et là, c'est ce que j'ai fait. Et à partir de juin, j'y retourne à fond. Donc, vous devez choisir vos batailles. Tu peux pas être bon partout. C'est trop dur. Mais quand tu as une bataille, que tu te l'es fixée, t'es pas un lâche, quoi. T'es pas fragile. Donc, à toi de voir ce que tu veux dans ta vie. Soit tu veux réussir et tu veux être un winner. C'est un peu cliché, hein. Ça fait un peu phrase de coach, gourou. Mais si tu perds une fois, tu perds toute ta vie. C'est-à-dire que, tu vois, si tu perds contre toi-même, tu veux pas faire ton dernier mouvement à la salle, tu veux pas faire ton dernier abdo. OK, si t'abandonnes là, t'abandonneras au prochain. Tu vois, être un quitter, c'est quelque chose qui devient une habitude après. Donc, à toi de voir, tu vas être un lâche. Moi, c'est bizarre parce que je n'explique pas comment je peux être comme ça. Autant au travail, genre, je vais me bagarrer quoi qu'il arrive, je lâcherai jamais. Quand on voulait faire YC, je t'ai dit, faut qu'on soit chez YC. On s'est buté pendant 6 mois, ça paraissait impossible, mais je savais qu'on l'aurait, on l'aura, peu importe les efforts, peu importe le temps. Autant quand je suis en train de faire des abdos, j'en suis à l'abdo numéro 3. Si j'ai pas mon coach à côté de moi, c'est sûr que j'arrête, 100%. Qu'est-ce que je fous là? Je me casse. Et d'être aussi fort mentalement au business et aussi faible au moment de faire des abdos, bah, je me l'explique toujours Peut-être pas. parce que t'as pas fait beaucoup de sport quand t'étais jeune, non? Pas. T'avais pas ce réflexe. Je sais pas. Et après, chacun a ses zones. C'est-à-dire que moi, il y a sûrement des trucs. Moi, par exemple, les enfants, toi, je sais que tu t'occupes beaucoup de tes enfants. Moi, je pense que ce serait là que je serais beaucoup plus lâche. Tu vois, c'est-à-dire que s'il pleure une fois, je vais aller faire un effort. S'il pleure 2 fois, je dis, ouais, vas-y, pleure. Ça va te faire du bien. On n'est pas du tout dans la même méthode d'éducation avec ça. Moi, je suis dans le méthode. OK, bon, faut pas qu'il apprenne à se Je menace mes enfants d'ailleurs souvent. Je lui dis attention, là, je vais t'envoyer un week-end chez tonton Anthony. Hein, tu vas m'en rigoler. D'un coup, je peux te dire Ça que se c'est calme. calme à la maison. Non, mais on verra quand on aura, parce que ça change souvent. C'est ce que tout le monde me dit, mais en général, je suis quand même. Moi, je suis pas sûr que ça change. Ah ouais, je tu pense penses qu'il va que filer il tout est droit. trop son déter. enfant. Ouais. Même avec Ouais. Gatsby et tout, tu vois que Ouais, c'est c'est vrai. carré en général. Bon, je pense qu'on a fait le tour là. On a donné pas mal d'habitudes qui font vraiment gagner. C'est super important de les garder en tête si vous voulez faire de belles choses. Encore une fois, il n'y a pas de honte à commencer par en bas. C'est normal d'avoir des jobs au début qui sont pas incroyables, d'être chez McDo, faire un boulot de caissier. Ça fait partie du process, mais ce qu'il faut, c'est avoir de la volonté. Quelle que soit votre situation aujourd'hui, que vous ayez un boulot de merde, que vous soyez malade, que vous soyez handicapé, que personne ne croit en vous, ça reste possible d'y arriver. C'est vraiment un message qu'on veut envoyer à la population, aux gens qui nous regardent. Vous devez croire en vous et forcer votre destin. La conclusion de cet épisode, elle est simple. C'est que les habitudes qui font gagner ne sont pas les plus sexy, c'est pas les plus belles, les plus agréables. Ce ne sont pas forcément celles qu'on voit sur Instagram. Ce ne sont pas les petites routines parfaites, les carnets de gratitude, les phrases de motivation, les réveils à 5 heures du matin pour faire joli. Les habitudes qui font vraiment la différence, elles sont invisibles. Elles sont répétitives, elles sont parfois dures, parfois solitaires. Réussir, c'est pas juste avoir une habitude magique, c'est réussir à construire un système qui va protéger ton temps, ton énergie, ton sommeil, ton corps, ton couple, ton entourage, ton attention, ton ambition. Et si ton système est faible, la motivation ne sert à rien. Tu vas être motivé le lundi et puis après, tu vas arrêter le mardi, le mercredi. Tu peux prendre des résolutions en septembre, les abandonner en octobre. Ce qui compte vraiment, c'est pas ce que tu déclares, c'est ce que ton quotidien va rendre inévitable, c'est non négociable. Le premier pilier, on l'a vu, c'est le lock-in. À un moment, si tu veux vraiment changer de niveau, tu dois accepter une période où tu vas organiser ta vie autour d'un objectif, tu dois travailler profondément, dire non, vivre en dessous de tes envies, réduire le bruit, protéger absolument ton agenda. C'est pas confortable, mais c'est pas toujours compris d'ailleurs, et c'est ce qui souvent crée l'écart entre ceux qui réussissent et les autres. Le deuxième pilier, c'est l'énergie. Ton corps, c'est ton outil de production, ton sommeil, ton sport, ta récupération, ton système nerveux, ta capacité à redescendre à cool down, ta lucidité, ta santé, tout ça, ça va influencer directement ta trajectoire et tu peux pas prétendre construire grand si tu traites ton corps
comme une poubelle. La santé, c'est pas un sujet de confort où tu as le choix, c'est un sujet de performance. Le troisième pilier qu'on a vu, c'est l'environnement. Ton couple, tes amis, ton logement, tes distractions, ton alcool, les réseaux, les lectures, les gens que tu vas écouter, les lieux que tu fréquentes, tout ça va t'élever ou t'abaisser. L'environnement, c'est plus fort que la volonté. Donc, si tu veux gagner, tu dois arrêter de laisser entrer dans ta vie ce qui détruit ton ambition. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils veulent réussir, mais ils protègent leurs mauvaises habitudes. Ils veulent changer, mais ils refusent de changer leur environnement. Ils veulent être libres, mais ils restent esclaves de leur dopamine, de leurs amis, de leur soirée, de leur téléphone, de leur besoin d'être validés. Ils veulent les résultats des gens obsessionnels, mais en gardant les habitudes des gens moyens. Donc retenez cette phrase, le manque de discipline ne se paye pas tout de suite, il se paye avec la vie que vous n'aurez jamais. Ne prenez pas seulement des résolutions, construisez un système qui rend les bonnes décisions plus faciles et les mauvaises plus difficiles, un système qui va vous forcer à monter de niveau, un système qui vous protège quand la motivation disparaît, parce que la motivation finit toujours par disparaître. Le système, lui, restera. Merci d'avoir écouté Vraiment Riche. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast. On revient toutes les 2 semaines pour parler d'argent, de réussite, de business, d'investissement, de liberté, sans hypocrisie, sans langue de bois. Et partagez cet épisode à quelqu'un qui a de l'ambition mais qui n'a pas encore construit le système qui va avec. Croyez en vous et forcez votre destin.